de 5. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'imagine que la session vient de commencer. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre des organisateurs. Je m'appelle Laurent Médric, je suis chef de cabinet adjoint de la ministre Christine Montréal. Et l'idée de l'échange d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter le plus clairement possible, ce qui n'est pas toujours évident, on en convient, les grands principes de la réforme APE et de répondre aussi à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant les structures dans lesquelles vous travaillez. Et donc, on a un petit PowerPoint que je vais commencer à expliquer rapidement, et puis je n'hésiterai pas à céder la parole à mes collègues Jérôme et Benjamin, qui sont les artisans vraiment de la réforme et qui pourront expliquer bien mieux que moi la formule du calcul et différentes explications. Donc voilà, et je pense qu'il y a une petite session de questions-réponses qui est prévue après. Voilà, donc je propose de faire avancer les slides. Moi, je n'ai pas la main, je ne sais pas qui a la main sur les slides, mais on peut passer au slide suivant. Voilà, donc ouais, ce n'est pas une surprise, je pense que l'accord de la DPR, il est connu de tous. En gros, c'est l'engagement du gouvernement de maintenir le volume de l'emploi et l'ensemble des moyens financiers qui sont alloués aux APE à travers la réforme. Alors, une réforme que l'on a menée avec énormément de concertation, je pense que quand on a préparé le document pour la ministre, on était à plus de 150 rencontres avec à la fois des fédérations patronales, les syndicats et l'ensemble des acteurs du monde marchand et des pouvoirs locaux, puisque ça concerne aussi les pouvoirs locaux, il ne faut pas l'oublier. Et l'idée qui sous-tend la réforme, c'est de dire, OK, on veut que les choses soient plus simples, plus efficaces aussi, parce qu'on sait très bien que ça prend parfois énormément de temps en termes de gestion administrative, qui est finalement du temps qui n'est pas consacré au cœur de métier des associations, de l'équité, de la transparence, de la maîtrise budgétaire aussi, on ne va pas se le cacher, et une certaine, je dis bien une certaine sectorialisation de l'aide, mais attention, on reste toujours sur une aide à l'emploi et non une subvention fonctionnelle. Ça, c'est les grands principes. Alors, quels ont été vraiment les guidelines, si je peux dire, qui ont vraiment guidé la construction de la réforme? De un, et ça c'est vraiment le plus important, et encore plus maintenant à travers la crise qu'on connaît qu'hier, c'est de dire que on veut vraiment pérenniser tous les emplois qui ont été créés dans le cadre des dispositifs et s'assurer que toutes les travailleuses et tous les travailleurs ne soient pas, qu'aucun ne soit finalement pénalisé à travers la réforme, et c'est vraiment ça qui a guidé nos travaux. L'idée est aussi de pouvoir favoriser la création de nouveaux emplois dans le secteur de marchand, on a les pouvoirs locaux, sur base de priorités qui seraient définies sur des besoins sociétés en concertation avec les différents secteurs. L'idée de la maîtrise budgétaire, elle est à la fois macro et micro. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? D'un point de vue macro, c'est de dire que l'enveloppe aujourd'hui actuelle qui est consacrée aux APE, et qui n'est pas négligeable puisqu'on est à 1,2 milliard, je pense, plus ou moins, eh bien, c'est qu'elle reste absolument à 100% consacrée aux APE. Il n'y a pas un euro qui va être repris de cet enveloppe-là pour financer d'autres types de politiques et qu'elle continuera à être indexée annuellement comme l'étaient les points sur base de l'indice santé. Et l'idée aussi, et c'est ça qui rend aussi finalement la formule peut-être un peu compliquée, c'est de s'assurer qu'il y a une neutralité micro. Et donc là, ce qu'on entend par neutralité micro, c'est de dire, eh bien, on veut que chaque employeur, finalement, il puisse avoir demain ce qu'il aurait eu si on n'avait pas changé la réforme. Alors, ça veut dire que c'est compliqué parce qu'il y a plein de situations particulières, on en est bien conscient. C'est pour ça que Jérôme et Benjamin se sont un peu cassés la tête à faire une formule avec 7 ou 8 variables. C'est parce que, avec ils expliqueront ça bien mieux que moi, avec des scénarios où il y a des exceptions pour pouvoir justement prendre en compte des situations particulières, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de structure qui soit pénalisée pour des événements exceptionnels et in fine, ça pénaliserait évidemment les travailleurs qui seraient là-bas. Donc c'est vraiment neutralité macro et micro qui guide notre réflexion. Ensuite, simplification et efficacité. Alors,
En fait, dans la réforme, une fois qu'on a compris le principe et la formule, on a fait le plus dur, parce qu'après, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, l'idée, c'est qu'on supprime la logique de points et que finalement, eh bien, on se retrouve avec une subvention annuelle qui va être libérée en 4 tranches trimestrielles. Et donc, ça veut dire que ça va être libéré anticipativement. Donc, ça veut dire que le 1er janvier, enfin, ce ne sera peut-être pas le premier, hein, je veux dire, mais voilà, ce sera début du trimestre, il y aura les moyens qui seront pour l'ensemble du trimestre. Donc, déjà, en termes de besoin de fonds de roulement, c'est plus intéressant. 4 tranches, c'est aussi évidemment plus intéressant que 12 que 12 fois lorsque les choses doivent se faire mensuellement. Et la subvention, eh bien, elle va regrouper à la fois les points et à la fois ce qui était reçu, enfin ce qui n'était pas payé, entre guillemets, en termes de réduction de cotisation au NSS. Évidemment, ça va réduire la charge administrative et il n'y aura plus qu'un seul gestionnaire technique, ce sera le Forem qui sera en charge, ce qui peut évidemment contribuer à éviter parfois le ping-pong malheureux qui peut arriver quand il y a plusieurs acteurs qui sont autour d'un dispositif. Équité, eh bien, c'est de dire qu'en fait, la formule, on va l'appliquer à tous les employeurs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas avoir des exceptions, mais qui s'applique aussi, encore une fois, à tous les employeurs qui rentrent dans un certain cadre, et ça, on l'expliquera un peu plus tard. Neutralité budgétaire micro, donc ça veut dire que l'objectif, c'est que personne ne gagne ou ne perde. Transparence, eh bien, un cadastre sera mis à jour annuellement, qui sera disponible en ligne aussi. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Et je vais maintenant céder la parole. Est-ce que c'est Jérôme ou Benjamin qui présente, je ne sais plus moi, les principes du calcul? Je pense que c'est Jérôme. Je vois que c'est Jérôme qui a enlevé son... C'est Jérôme. Eh bien, dans ce cas, Jérôme, je te laisse la parole. Voilà. Merci. Merci. Pardon, je vais attendre 5 secondes. Bien, bonjour à tous. Donc moi c'est Jérôme, je travaille au cabinet, en particulier sur la réforme des APE. Et donc ce que je vais essayer de faire maintenant, après l'introduction de Laurent, c'est de vous expliquer un peu le travail qu'on a réalisé pour aboutir à la formule de calcul telle qu'elle a été approuvée en troisième lecture, non pas en rentrant nécessairement dans le dernier carat des détails techniques ou des termes techniques, mais pour essayer de vraiment montrer l'esprit de la formule de calcul. Vous avez peut-être eu par ailleurs l'occasion de voir sur le site du Forum qu'il y a un vademecum qui est en ligne, qui poursuit un peu le même objectif, hein, d'expliquer le plus clairement possible cet esprit de la formule de calcul, ainsi que la manière dont le Forum procède pour calculer les différents éléments, 7 en l'occurrence, qui la composent. Donc l'objectif de la formule, c'est de transformer, de convertir les deux volets, donc les points APE et les réductions de cotisation, qui composent actuellement la subvention APE ou le dispositif APE, en une seule subvention forfaitaire. On appliquera la même formule à tous les employeurs et vous savez qu'il y a eu 2 tentatives de réforme précédemment qui ne travaillaient pas exactement de la même manière, qui réunissaient en une seule valeur, hein, les points et les réductions de cotisation. Nous, on a choisi de travailler de manière différente, c'est-à-dire qu'on travaille sur 2 volets tout à fait indépendants. Donc, d'un côté, on essaie de calculer, en gros, hein, on essaie de déterminer ce que l'employeur aurait reçu sous forme de points APE en 2022. Donc, on calcule ça, on a un montant. Et de l'autre côté, tout à fait indépendamment, donc les termes ne dépendent pas, les termes du premier volet et du deuxième volet de la formule sont tout à fait indépendants l'un de l'autre. Et donc, de l'autre côté, on essaye simplement de déterminer le montant qu'un employeur aurait reçu normalement en 2022 sur la base des réductions de cotisation pour ces travailleurs. Et donc, je dis bien ce qu'ils auraient reçu en 2022. Comme l'a expliqué Laurent, on travaille dans le respect d'une neutralité budgétaire, micro et macro, l'idée étant vraiment d'être au plus proche de ce qui se serait passé en termes de montant de subventionnement, hein, ce que l'employeur aurait reçu s'il n'y avait pas eu de réforme. Simplement après, c'est le fait de travailler sur la base d'un forfait à partir de 2022 qui répondra à une seule règle d'indexation permettra en même temps de rétablir une certaine maîtrise budgétaire sur le dispositif et de simplifier la gestion administrative du dispositif par rapport à ce système de points qui devenait difficilement gérable. Alors après, pour déterminer ce que l'employeur aurait reçu en 2022, donc pour appliquer la formule de calcul, on doit se baser sur des données dont on dispose.
On ne pouvait pas simplement faire une photographie de ce qui se passe à la veille de la réforme, parce qu'une photographie n'est pas nécessairement représentative de la situation, disons, normale. Et donc, plutôt que de faire une photographie juste à la veille de la réforme, on a basé la formule de calcul sur les données durant 3 années de référence, 2017, 2018 et 2019. Le fait de prendre 3 années plutôt que 2, plutôt qu'une ou plutôt qu'une photographie instantanée, ça permet justement d'arriver à une situation moyenne, on va dire, au plus proche de la réalité de chaque employeur. C'est quelque chose qui correspond en fait à une utilisation normale de la subvention et ça permet, en partie en tout cas, on y reviendra, de neutraliser les éventuelles années difficiles rencontrées par les employeurs. Je dis on y reviendra parce que il se peut, ça fait d'ailleurs partie des questions que certains d'entre vous nous ont envoyées, il se peut que ces 3 années de référence-là aient été des années particulières qui ne sont en fait pas représentatives de la réalité actuelle de l'employeur et donc risqueraient de mener à un subventionnement qui ne correspond pas à cette réalité. Et c'est la raison pour laquelle, pour en tenir compte, on a prévu plusieurs ajustements possibles à la formule de calcul de base que je vais donc vous présenter maintenant. Plus précisément, un peu plus dans le détail, mais toujours en restant plus dans l'esprit que dans le détail technique. Donc, je le disais, formule de calcul, 2 volets. Premier volet qui porte sur les points APE, deuxième volet qui porte sur les réductions de cotes, et puis après, on additionne les deux et on a la subvention 2022 pour un employeur. Alors donc, premier volet qui porte sur les points APE, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de déterminer un montant forfaitaire qui correspondrait à ce que l'employeur aurait reçu sur la base de ces points APE en 2022. Et donc, en fait, au départ, c'est assez simple. Pour calculer ce montant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nombre de points, on les multiplie par la valeur du point. Ça, c'est A et B. Alors, le nombre de points, c'est le nombre de points qui sont octroyés à l'employeur à la veille de la réforme. Quand on dit la veille de la réforme, en fait, c'est le 30 septembre. C'est simplement pour nous laisser le temps de préparer les décisions, de réaliser les calculs, pour qu'il n'y ait pas de retard lors de l'entrée en application de la réforme. Et donc, le nombre de points qu'on multiplie par la valeur d'un point. Et cette valeur-là, c'est la valeur théorique du point APE en 2022. On dit théorique simplement parce qu'on supprime la logique de points. On travaillera avec des forfaits, donc plus des points. Et cette valeur théorique du point en 2022, c'est simplement la valeur 2021 indexée sur la base de l'évolution de l'indice santé, suivant donc les mêmes modalités que celles que vous connaissez déjà, qui sont déjà en vigueur. Alors, simplement, cette multiplication de A fois B ne suffit pas parce que, vu que l'objectif c'est de faire correspondre la subvention future à la réalité passée, il faut bien savoir que tous les points octroyés ne sont pas réalisés, tous les points réalisés ne sont pas effectivement subventionnés, simplement parce que voilà, dans la vie de l'entreprise, parfois il y a des absences ou enfin, voilà, les points ne sont pas subventionnés pour toute une série de raisons que vous connaissez. Et donc, la région n'a jamais payé dans les faits le maximum théorique qui serait obtenu par la multiplication de A et B, et les employeurs n'ont jamais bénéficié de ce maximum théorique non plus. Enfin, je dis jamais, c'est toujours évidemment une moyenne. Parfois, il y a des bonnes années, parfois, il y a des employeurs qui ont pu bénéficier justement du subventionnement de tous leurs points. Ça peut arriver, mais alors dans ce cas-là, tant mieux pour eux, c'est pris en compte dans la formule. Toujours est-il que pour correspondre donc à cette réalité du terrain, on multiplie le résultat obtenu, A fois B, par C. C, c'est donc le taux de subventionnement moyen des points APE durant les 3 années de référence. Et ça correspond en fait, ce taux de subventionnement moyen, à l'utilisation moyenne normale des points. Et donc, on se dit, ça correspond aussi à l'utilisation, ou comment dire, ou plutôt aux besoins de l'employeur en 2022. Un élément intéressant, je pense, c'est qu'en intégrant la valeur théorique du point en 2022, pour ce volet-ci de la subvention, la question de l'indexation est déjà réglée. Parce que donc le point, il est indexé chaque année, et là, il est indexé en 2022. Et donc la partie point APE, qui est calculée de cette manière-là, c'est-à-dire en moyenne à environ 60% de la subvention des employeurs, est déjà prise en compte comme elle l'a toujours été.
Donc ça, c'était pour le premier volet, qui est un peu plus facile, un peu plus évident, je pense, que le deuxième. Mais donc, le deuxième volet de la formule de calcul, qui porte sur les réductions de cotisations sociales, est un peu plus compliqué. Il y a 4 variables au lieu de 3, mais ça suit toujours un peu la même logique. La logique étant que, pour déterminer ce dont l'employeur aurait bénéficié en 2022 s'il n'y avait pas eu de réforme, sur la base de ces réductions de cotisations, ben, on prend le nombre de travailleurs et on multiplie par le montant des réductions de cotes par travailleur. Ça, de nouveau, c'est l'esprit, c'est sans rentrer dans le détail technique, c'est la base. Alors, quand on dit le nombre de travailleurs, ce sont le nombre de travailleurs exprimés en équivalent temps plein, qui sont, donc on parle de TP réalisés, qui sont en fait les travailleurs sous contrat de travail, en moyenne, l'année qui précède la réforme, ou pas le dernier trimestre, de nouveau pour les mêmes raisons que précédemment, mais donc sur 4 trimestres. Nombre de TP sous contrat de travail, ça permet aussi de neutraliser une éventuelle année difficile, en raison, par exemple, d'une crise sanitaire. Je prends un exemple comme ça au hasard, mais en imaginant qu'un travailleur soit en chômage temporaire, il est toujours sous contrat de travail. Et donc, dans ce cas-là, la valeur de D ne serait pas impactée négativement. Donc, on a choisi de travailler comme ça pour neutraliser en fait l'impact de la crise, mais même indépendamment de la crise, pour neutraliser simplement l'impact d'une année difficile. Ensuite, donc, on multiplie par le montant annuel moyen des réductions de cotisation par ETP effectivement subventionné durant les 3 années de référence. Et donc là, de nouveau, les 3 années de référence, ce sont les mêmes, 2017, 2018, 2019. Et alors, comme pour le premier volet, ça ne suffit pas, parce que travailler comme ça nous permet aboutir à une sorte de maximum théorique. Mais dans les faits, les employeurs, enfin tous les travailleurs de tous les employeurs ne sont pas occupés 100% du temps chaque année. Et donc simplement, on a décidé de multiplier le résultat obtenu, D fois E, par le taux d'occupation moyen durant les 3 années de référence, taux d'occupation moyen qui, à nouveau, correspond normalement à la situation normale. Pas toujours, pas systématiquement, mais là, on en viendra aux ajustements juste après. Et alors, dernier élément de la formule de calcul, il manque encore quelque chose, parce que autant l'indexation au niveau des points, comme on en a parlé, elle est déjà prise en compte, c'est bon. Autant ici, il manque quelque chose, parce que le montant moyen des réductions de cotisation, donc la valeur de E, est calculée en fonction de la situation en 2017, 2018 et 2019. Alors, vous le savez, les réductions de cotisation, c'est lié au salaire. Ça suit l'évolution salaire de manière en fait tout à fait linéaire. Et donc, depuis 2019, les salaires ont augmenté. Et donc, les réductions de cotisation ont augmenté également. Et la variable G permettra alors de tenir compte pour ce vol-ci de l'évolution des rémunérations et donc de l'évolution tout à fait linéaire des réductions de cotisation. Alors, vous l'avez probablement lu, donc pour le moment, la variable G est fixée à 5%. Donc, c'est 5% qui permet de tenir compte de l'évolution des réductions de cotisation entre 2018 et 2022, donc jusqu'à l'entrée en application de la réforme. C'est une valeur qui sera fixée définitivement la veille de l'entrée en application de la réforme. Et donc, ces 5% là, on les a fixés parce que, de manière précautionneuse, ça nous permet de respecter le cadre de l'obligation de neutralité budgétaire macro. On espère que lorsque l'on disposera des données définitives, il sera possible, on verra, on l'espère, il sera possible de majorer cette variable et de lui attribuer une valeur supérieure à 5%. Ça, c'était pour la base. Maintenant, on l'a évoqué, il y a des risques que le lissage sur 3 années ne soit pas suffisant. Les employeurs donc pourraient avoir 3 années difficiles, 3 années particulières durant la période de référence. Il y a la problématique du délai de remplacement des travailleurs dont vous avez parlé dans plusieurs de vos questions, je pense. Et puis alors, il y a le fait que les plus petites structures sont beaucoup plus rapidement impactées par des variations. Donc, par exemple, si vous avez un seul travailleur,
un seul ETP et qu'il est absent pendant 6 mois, sur les 3 ans, ben, ça fera déjà 1/6. Donc le taux de subventionnement sera diminué d'1/6 et il sera directement très bas et pas nécessairement représentatif de la situation future. Par contre, si vous avez 10 travailleurs ou 100 travailleurs, 100 ETP, ben, dans le même cas, s'il y a un des 100 qui est absent pendant 6 mois, ben là, ça ne diminue que de 1/600. Donc évidemment, l'impact est beaucoup plus faible. Et pour les grosses structures, d'une manière générale, hein, le lissage sur 3 ans est directement représentatif d'un fonctionnement moyen. Donc le lissage fonctionne très bien. Par contre, pour les très petites structures, il y a un risque. Donc on a voulu tenir compte de ce risque et on a apporté dans un premier temps 2 ajustements à la formule de calcul. 2 ajustements à la formule pour le secteur non marchand uniquement, parce que nos simulations et la structure du non marchand, hein, qui est composée de beaucoup plus de petits employeurs, donc on a constaté que les employeurs du non marchand étaient nettement plus touchés par les situations particulières. Alors, le premier de ces 2 ajustements concerne C et F. Donc C, c'est le taux de subventionnement, c'est pour le volet 1 de la formule. F, c'est le taux d'occupation, c'est le volet 2. Et là, l'idée, c'est que si l'un de ces 2 taux, ou les 2, hein, calculés sur la base des 3 années de référence, est inférieur au taux moyen du secteur, donc de l'ensemble du secteur non marchand, alors on neutralise un an. En gros, sur les 3 années, 2017, 2018, 2019, la plus mauvaise année est neutralisée et on refait le recalcul sur la base des 2 meilleures années, sans jamais pouvoir dépasser le taux moyen du secteur. Donc là, il y a un plafonnement. Ce plafonnement, c'est par respect du principe d'équité, parce que donc, sinon d'autres structures qui auraient pu bénéficier de la même neutralisation, donc on retire un an, n'en bénéficient pas parce qu'ils sont déjà au-dessus de la moyenne sectorielle, pourraient se voir dépassés par une entreprise qui n'aurait pas été dans la même situation, qui aurait pu justement en bénéficier. Donc, respect du principe d'équité, on plafonne au taux moyen du secteur. Donc ça, c'est pour le taux de subventionnement et le taux d'occupation qui permet de tenir compte des éventuelles situations difficiles, que ce soit en termes de taux de subventionnement des points ou en termes d'occupation des travailleurs. Donc les 2 volets sont bien pris en compte dans les ajustements. Et alors, il y a aussi potentiellement un problème au niveau de la variable D. La variable D, ce sont ici les ETP, donc le nombre de travailleurs sous contrat de travail l'année qui précède la réforme, enfin 4 trimestres sur les 5 qui précèdent la réforme. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé 2 planchers sous lesquels le nombre d'ETP ne peut pas descendre. Donc ce sont des planchers, ce ne sont pas des plafonds. Donc ce que je vais expliquer ici ne veut pas dire qu'il y a une limite, hein, à la valeur de D. Donc si un employeur a un D qui dépasse le plancher, et normalement c'est la plupart du temps c'est le cas, hein, la valeur de D pour chaque employeur est en général supérieure au plancher, et donc ne sera pas rabaissée. Mais par contre, pour ceux pour qui cette valeur serait inférieure au plancher, alors elle serait remontée. Premier plancher, donc le nombre d'ETP réalisés pris en compte dans la formule de calcul ne peut jamais être inférieur au nombre minimum d'ETP pour lequel la subvention est octroyée. Donc là, vous savez, il y a eu, vous avez reçu en tant qu'employeur des décisions d'octroi sur lesquelles se trouve un nombre minimum d'ETP qui correspondent en fait à l'octroi d'un certain nombre de points et qui correspondent dans l'idée au nombre minimum d'ETP nécessaire à la réalisation de l'activité qui était prévue. Et donc fixer ce plancher-là vise en fait à garantir qu'à minima, le projet qui a été accepté, pour lequel une subvention a été octroyée, puisse bénéficier à la fois de la subvention et des ressources humaines nécessaires pour être réalisé. Et alors le deuxième plancher de D, c'est que D ne peut pas être inférieur au nombre de points octroyés à l'employeur à la veille de la réforme, divisé par le nombre moyen de points attribués par ETP sous contrat durant les années de référence. Ça demande un peu d'explication, c'est un peu plus compliqué. En fait, ce qu'on fait, c'est que durant les années de référence, on regarde les années de référence et on détermine une utilisation normale des points. L'utilisation normale des points,
ce sont donc les points, ce sont en fait les points que l'employeur a attribués en moyenne à ses ETP APE, ses travailleurs APE. Et donc, il a attribué 4, 5, 6 points, peu importe la moyenne, on la calcule. Et donc, on a ce ratio qui correspond à l'utilisation normale des points pour un employeur. Et puis alors, on prend le nombre de points dont l'employeur bénéficie maintenant, à la veille de la réforme, et on applique ce ratio, qui correspond à la norme, au nombre de points dont il bénéficie maintenant. Et donc, en appliquant ce ratio d'utilisation normale au point actuel, on obtient de nouveau un plancher. Donc, la valeur de D peut évidemment être supérieure à ce plancher, mais elle ne peut pas être inférieure. Et alors, dernier ajustement, et puis je passerai la parole à Benjamin pour la suite de la présentation, c'est que même en appliquant le premier ajustement à C et à F, donc au taux de subventionnement et au taux d'occupation, pardon, il est possible que donc, on arrive toujours à un résultat insuffisant. C'est un premier ajustement. Si malgré tout, on reste en dessous de la moyenne sectorielle, par exemple, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et on a prévu d'en tenir compte. Ici, à la fois pour le non-marchand et pour les pouvoirs locaux. Mais alors ici, c'est un peu particulier, on travaille un peu différemment. Les autres ajustements dont je vous ai déjà parlé s'appliquent automatiquement. Donc, ils sont intégrés de manière automatique dans la formule de calcul. Il n'y a aucune démarche à faire de la part de l'employeur. Ici, il s'agira d'une demande à introduire. Donc, les employeurs qui pensent qu'ils pourront bénéficier de cet ajustement devront introduire une demande entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022. Une fois que vous aurez reçu la notification avec le montant définitif que vous percevrez en 2022, voilà, vous pouvez introduire cette demande de recalcul au Forem. En tout cas, toutes les entreprises peuvent introduire cette demande de recalcul au Forem s'ils rentrent dans les conditions. Les conditions, il y en a deux. D'une part, donc on vise de nouveau, pour les raisons que j'ai déjà expliquées tout à l'heure, on vise uniquement les petites structures. Donc ce seront les employeurs qui occupaient en moyenne durant les années de référence au maximum 5 ETP. Donc là, il est noté dans le PowerPoint est inférieur à 5 ETP. C'est une erreur, je corrigerai, c'est inférieur ou égal à 5 ETP. Et deuxième condition, le taux de subventionnement est inférieur au taux moyen du secteur, comme je le disais tout à l'heure, malgré l'ajustement. Donc malgré l'ajustement automatique dont on a parlé au slide précédent, il reste inférieur au taux moyen du secteur. Alors ce qui se passe dans ce cas-là, donc si l'employeur rentre dans ces deux conditions-là, alors le montant de la subvention est adapté et on recalcule son taux de subventionnement moyen. Donc c'est sur la base des 2 meilleures années, non plus parmi 5 années de référence, parmi 3 années de référence, pardon, mais parmi 5 années de référence. Donc on va de 2017 à 2021 au lieu d'aller de 2017 à 2019. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est que on se dit peut-être que les années de référence ne sont pas représentatives de la réalité de l'employeur aujourd'hui. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on étend le lissage aux 2 dernières années, qui sont donc les 2 années les plus récentes, qui pourraient, elles, être plus représentatives de la situation de l'employeur aujourd'hui. Et alors là, dans ce cas-là, 2 possibilités. Soit la situation 2017-2019 n'était pas représentative, elle s'est améliorée, et celle de 2020 et 2021 est représentative et meilleure. Et dans ce cas-là, la subvention est recalculée et majorée, avec toujours le plafond dont j'ai parlé tantôt, C ne peut pas être supérieur au taux moyen du secteur, ou alors la situation ne s'est pas améliorée et en fait on fait un lissage sur 5 ans, on prend les 2 meilleures années, mais ça ne veut pas dire que la subvention sera automatiquement majorée. Parce que ça voudrait simplement dire que ces 5 années-là sont effectivement représentatives de la réalité de l'employeur aujourd'hui. Et alors ici, enfin, peut-être si vous avez des questions par après, on pourra y revenir, mais la formule de calcul doit parfois être ajustée pour tenir compte de certaines situations particulières qui font que la formule
sinon ne fonctionnerait pas ou doit tenir compte de certaines situations. Par exemple, si un employeur n'a pas été actif durant les 3 années de référence, comme on travaille sur base de taux, de moyenne, s'il n'y a pas eu d'activité durant les 3 années de référence, ben la moyenne est égale à 0, on multiplie par 0 et on arrivera à un résultat égal à 0. Donc là, dans ce cas-là, on est obligé de prendre la moyenne du secteur, simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a toute une série d'autres règles, mais comme leur avant, c'est que je pense qu'il y a peut-être une priorité à donner aux questions-réponses. Je vais directement céder la parole à Benjamin. Et je vous remercie pour votre attention pour ma part. Voilà, Benjamin, je t'en prie. Je ne sais pas si c'est bon et si tout le monde m'entend. Donc bonjour à tous, Benjamin, je travaille avec Jérôme donc, sur cette réforme. Et donc je vais vous présenter, vous donner les explications complémentaires qui sont liées aux dispositions qu'on a appelées réglementaires. Donc la subvention qui vous sera octroyée et qui a été calculée qui sera calculée selon les explications qui ont été données par Jérôme, elle est octroyée à une double condition qui est de maintenir le volume de l'emploi pérennisé d'une part, et le volume global de l'emploi. Alors, le volume de l'emploi pérennisé, qu'est-ce qu'on entend par là? Comme Jérôme l'a dit, quand vous avez des décisions APE, elles fixent en nombre de points et elles fixent en nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel l'aide est octroyée. D'ailleurs, dans une grande majorité des cas, elles fixent également les fonctions sur lesquelles ces équivalents temps plein doivent être affectés. Et donc, le volume d'emploi qui doit être pérennisé, il est égal au nombre minimum d'équivalents temps plein qui vous a été octroyé dans le cadre des différentes décisions dont vous bénéficiez. Si vous avez plusieurs décisions, le volume de l'emploi pérennisé à respecter sera égal à la somme évidemment du nombre minimum d'équivalents temps plein tel que prévu par chaque décision. Alors, comment vérifie-t-on ça? Parce que j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des questions qui étaient posées par rapport à ça, vu qu'aujourd'hui, les points, ils sont affectés à des travailleurs qui sont facilement identifiables, et donc on sait facilement identifier les travailleurs pour qui la subvention est donnée. Demain, on ne travaillera plus via une logique de points. Par contre, on aura toujours une identification des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Et donc, qui seront ces travailleurs? Eh bien, ce seront tous les travailleurs qui sont travailleurs APE au 31 décembre 2021. Donc, tous ceux-là seront considérés comme les travailleurs APE. Et ensuite, quand un travailleur part, il sera supprimé de cette liste des travailleurs APE. Et quand vous engagez un demandeur d'emploi inoccupé, vous aurez la faculté de de l'ajouter sur cette liste des travailleurs pour laquelle la subvention APE est utilisée. Et donc, via cette liste qui continuera et qui sera réalisée par le Forum et qui sera adaptée en fonction des départs et éventuellement de votre demande d'ajouter un nouveau travailleur que vous aurez engagé, il pourra être inscrit sur la liste à la condition qu'il soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement. Et donc, pour respecter le volume de l'emploi pérennisé, on devra avoir un nombre de travailleurs APE sur cette liste qui est au moins égal au nombre d'équivalents temps plein qui vous a été octroyé. La deuxième condition à respecter pour bénéficier de l'entièreté de la subvention, c'est que vous devez respecter le volume global de l'emploi, tout poste confondu. Donc, ça veut dire que le volume global de l'emploi, il sera fixé sur base de tous les travailleurs, en ce compris les travailleurs APE. Et donc, aujourd'hui, pour faire une comparaison avec la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, vous avez un effectif de référence et un nombre d'équivalents temps plein que vous devez engager et qui doit être supplémentaire à cet effectif de référence. Demain, on aura le volume de l'emploi pérennisé et on aura ce volume global de l'emploi, mais qui sera calculé sur l'ensemble des travailleurs et pas uniquement sur les fonds propres, comme c'est le cas actuellement, ce qui sera en principe beaucoup plus simple à gérer pour vous. Donc, ce volume global de l'emploi, il va falloir fixer un volume global de l'emploi de référence. Ce volume global de l'emploi de référence, qui va être utilisé ensuite pour vérifier le respect de l'obligation du maintien du volume global de l'emploi, ce VGE de référence, il sera fixé sur base de votre volume global de l'emploi moyen durant les 3 années de référence. Pourquoi est-on parti sur les 3 années de référence? Parce qu'on sait notamment avec la crise du Covid qu'il y a eu des impacts assez importants pour les employeurs. Certains ont pu avoir
ont dû engager peut-être plus de travailleurs, alors qu'en temps normal, ces travailleurs ne pourront peut-être pas être maintenus après post-crise, entre guillemets. D'autres peut-être ont perdu un certain nombre de travailleurs, et donc on s'est dit que l'année 2021 ne serait pas forcément représentative. Et donc on est parti sur les années 2017, 2018 et 2019. Néanmoins, pour éviter, peut-être qu'il peut y avoir aussi des évolutions entre-temps qui étaient tout à fait permises, il faut pouvoir les prendre en compte. Et donc, en tant qu'employeur, vous aurez la possibilité de demander un recalcul de votre VGE si vous pouvez démontrer que vous avez eu entre les années de référence et l'année 2021 une réduction de votre volume global de l'emploi. Et donc, il y aura cette possibilité de demander un recalcul. Et dans ce cas-là, le volume global de l'emploi de référence ne sera pas calculé sur base de la moyenne des années de référence, mais il sera calculé sur base du nombre de travailleurs occupés au cours de l'année 2021. On peut passer en principe à la dia suivante. Donc, pour le volume de l'emploi pérennisé, sur la manière dont ça va être vérifié, ça sera vérifié très simplement sur base de la liste et du nombre minimum d'équivalents temps plein APE à respecter. Pour le volume global de l'emploi, ça sera à vérifier sur base de l'ensemble des travailleurs que vous occupez au cours de l'année concernée, et ce volume global de l'emploi vérifié sera confronté au volume global de l'emploi de référence. Alors, pour déjà répondre à une série de questions qui vont probablement arriver, comment va-t-on déterminer ce volume global de l'emploi? On va le déterminer sur base des sources authentiques, mais en tenant compte de tous les travailleurs qui sont occupés au cours de l'année qui fait l'objet du contrôle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 10 travailleurs, que vous avez un travailleur qui a été absent pendant une partie de l'année, mais il sera néanmoins pris en compte pour le volume global de l'emploi. À défaut, vous avez quelqu'un qui est malade, vous pourriez vous retrouver avec un volume global de l'emploi qui est inférieur au volume global de l'emploi de référence, sans que vous n'ayez aucune responsabilité dans ce non-respect, juste parce que la personne a quitté, ou vous a quitté, vous avez un certain délai pour trouver un remplacement, ou la personne a été malade. Ces éléments-là seront neutralisés, et donc on va prendre en compte le volume théorique de l'emploi, à savoir toutes les personnes qui sont sous contrat, en fonction de leur contrat, et de leur régime de travail du contrat, mais indépendamment des prestations effectives. J'ai travaillé à temps plein toute l'année, j'ai un travailleur qui a travaillé à temps plein toute l'année, il sera évidemment à temps plein. J'ai le même travailleur qui a le même régime de travail à temps plein, mais il a été absent 6 mois, il comptera quand même également pour en équivalent temps plein, vu que le volume global de l'emploi reconstituera un volume d'emploi théorique, à savoir les personnes sous contrat. Alors, si vous ne respectez pas votre volume global de l'emploi, la subvention sera diminuée à due proportion du non-respect du volume de l'emploi. Il y a toutefois un seuil de tolérance. Ici, il est indiqué que c'est un seuil de tolérance de 10%. En réalité, c'est parce qu'on a oublié d'adapter, mais il y a un seuil de tolérance de 10% pour les structures de plus de 5 travailleurs et un seuil de tolérance de 20% pour les structures de 5 travailleurs ou moins. Et donc, si vous êtes dans ce seuil de tolérance, donc vous avez en effectif un volume global de l'emploi qui est fixé, vous avez un volume global de l'emploi au cours d'une année qui est contrôlé et qui atteint 90%, vous êtes dans le seuil de tolérance des 10%, et donc aucune diminution de la subvention n'interviendra. Si vous êtes au-delà de ce seuil de tolérance, il y a toujours une dérogation qui est possible et qui pourrait être introduite auprès de la ministre pour demander à bénéficier d'une dérogation et de ne pas avoir une diminution de la subvention. Et cette dérogation, elle pourrait être demandée dans 3 situations. C'est le cas fortuit, qui est déjà une situation qui est prévue aujourd'hui dans le cadre de l'APE actuelle comme dérogatoire au maintien de l'effectif de référence. Il y aura également la perte de subvention émanant d'autres institutions, voire même des mêmes institutions, mais qui ne concernent pas l'APE. Et alors, il y aura également une possibilité d'introduire une demande de dérogation quand vous avez eu un travailleur qui est parti, vous avez eu du mal à le remplacer, et si la période de remplacement est la cause du non-respect du volume global de l'emploi de référence, dans ce cas-là, vous pourrez obtenir une dérogation auprès de la ministre. Donc, la subvention elle sera diminuée en cas de non-respect du VGE au prorata du non-respect de ce volume global de l'emploi, et elle sera récupérée
l'année qui suit, l'année au cours du contrôle est effectuée. Donc, vous aurez l'année en 2022, il y aura un contrôle qui sera fait sur l'année 2022 et ce contrôle interviendra en 2023. Si on constate qu'il y a une diminution de la subvention parce qu'il y a un non-respect du VGE, ça sera compensé sur l'année 2024. Mais chaque année, en cas de diminution du VGE, ça n'impacte pas ça impacte le montant de la subvention de l'année concernée, mais il n'y a pas de perte définitive de la subvention. Il peut y avoir une perte définitive de la subvention en cas de non-respect du VGE lorsque ce non-respect du VGE s'est répété durant 3 années consécutives. La première année, j'ai 85%, la deuxième année, j'ai 90%, la troisième, j'ai 95%. Il y aura une perte parce qu'il y a eu non-respect pendant 3 années consécutives et cette perte sera uniquement de 5% parce que le non-respect qui s'est répété durant les 3 années consécutives est uniquement de 5%. On peut passer à la dia suivante. Donc, la subvention, ça c'est très important de bien le comprendre, ça a déjà été expliqué par Jérôme. Le montant de la subvention, demain, il sera liquidé de manière forfaitaire en 4 tranches trimestrielles anticipatives. Forfaitaire, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'état de prestation à envoyer. Donc, les subventions seront liquidées indépendamment des prestations effectives. Entre guillemets, vous avez une subvention qui est garantie à la condition de maintenir le volume global de l'emploi. Il y a quand même une condition supplémentaire, pas vraiment une condition, mais quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, c'est que aucune subvention ne peut être supérieure au coût de l'activité subventionnée. C'est un principe général de droit. C'est également une règle en matière de comptabilité publique qui s'applique déjà aujourd'hui, qui continuera à s'appliquer. Et donc, annuellement, en plus des vérifications liées au volume de l'emploi, le Forem vérifiera que le montant de la subvention qui vous est octroyé est inférieur aux coûts salariaux de l'ensemble de vos travailleurs qui sont identifiés comme APE, tel que je l'ai expliqué précédemment. Et donc, si le montant de la subvention est supérieur à ce coût, la différence sera récupérée par le Forem. Alors, la subvention, ça c'est une règle qui est liée, le contrôle du coût, au regard du montant de la subvention par rapport au coût des travailleurs qui sont APE. Vous avez la possibilité de cumuler votre subvention APE avec toute autre subvention dont vous bénéficiez déjà, une subvention d'un ministre fonctionnel, voire d'autres subventions, tant que celle-ci n'interdit pas un cumul avec l'APE. L'APE, lui, n'interdit pas de cumul en tout cas. Il y a un seul cumul qui concerne les réductions groupe cible, j'y reviendrai. Mais donc, vous pouvez cumuler pour un même travailleur vos subventions APE avec d'autres subventions, tant que le coût global ne dépasse pas le montant de la rémunération. La seule interdiction de cumul qu'on retrouve, c'est l'interdiction de cumul avec les réductions de cotisation de sécurité sociale groupe cible. Pourquoi? Forcément, comme l'a expliqué Jérôme, la nouvelle subvention intégrera les réductions de cotes dont vous bénéficiez précédemment via le dispositif des réductions de cotes. Et donc, à partir du moment où on intègre ce montant dans la subvention, bien évidemment, vous ne pourrez plus bénéficier d'autres réductions de cotisation de sécurité sociale groupe cible. Vous pourrez par contre toujours bénéficier des réductions de cotisation qui sont liées aux caractéristiques de l'employeur, puisque les réductions groupe cible concernent les réductions qui sont octroyées en fonction des caractéristiques propres aux travailleurs. C'est un peu technique, je peux éventuellement répondre aux questions par rapport à ça plus tard. Mais donc, in fine, aujourd'hui, des réductions groupe cible, il y a principalement la réduction APE et une réduction impulsion pour les travailleurs de plus de 55 ans. Mais donc, en gros, voilà, il y a de toute façon plus vraiment de réduction groupe cible qui sont susceptibles d'être cumulées avec l'APE, vu qu'on va supprimer la réduction APE, vu qu'elle est intégrée dans la subvention. Alors, concernant la liquidation, ça, je pense qu'on a déjà des explications qui étaient données. Donc, c'est une liquidation forfaitaire en 4 tranches de 25%. Voilà, on peut passer à la dia suivante. Je pense que ça a déjà été explicité. L'ensemble de la subvention sera indexé, fera l'objet d'une indexation annuelle, selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aujourd'hui à l'indexation du point APE. Donc, c'est l'indice des prêts à la consommation, indice santé. Alors, concernant maintenant la cession de points. Donc, aujourd'hui, la réglementation permet des cessions de points. Demain, il sera toujours possible de céder des points. J'ai vu que dans les différentes questions qui étaient posées, il y avait des questions qui étaient posées sur la manière dont on intégrait les cessions dans la formule de calcul. Alors peut-être une petite explication rapide par rapport à ça pour compléter ce qu'a dit Jérôme, c'est que donc, dans le cadre de la formule de calcul,
le calcul qui vous a été exposé par Jérôme, les points seront dans un premier temps calculés dans le chef du cessionnaire, à savoir celui qui a bénéficié de la cession. Et quand quelqu'un a bénéficié, je vais prendre un exemple pour être plus concret, je suis un employeur, j'ai 10 points en propre et on m'a cédé, la commune par exemple me cède également 10 points supplémentaires. Donc j'ai 20 points à moi et 20 points qui me sont cédés. On va faire la formule de calcul comme Jérôme l'a explicité, avec le résultat du montant total qui concernera les 20 points. Et ensuite, on va rapatrier les points cédés dans le chef du cédant, celui qui a fait la cession. Comment faire? Tout simplement, il y avait 20 points en tout, il y a 10 points qui étaient des fonds propres, il y a 10 points qui sont liés aux points cédés, donc la moitié de la subvention retournera chez le cédant. Néanmoins, elle retournera chez le cédant dans le cadre de... Parce qu'au niveau de l'octroi, la subvention, elle est cédée, pas définitivement, mais temporairement, donc ce sont toujours des subventions qui appartiennent à l'employeur cédant, et donc elles sont rapatriées chez lui, mais par contre, il aura la possibilité, dans le cadre de la réforme, de maintenir une cession au 1er janvier 2022 au bénéfice des employeurs à qui il avait déjà cédé des points avant l'entrée en vigueur de la réforme. Et donc, si vous avez reçu des points qui sont cédés par un employeur cédant, celui-ci pourra maintenir la cession dès le 1er janvier 2022. Et le montant, dans ce cas-là, le montant qui a été rapatrié chez le cédant sera le montant de la subvention qui sera cédée au 1er janvier 2022. Et donc, de ce fait, on maintient cette possibilité de cession, si ce n'est que nous ne sommes plus sur une cession de points, mais sur une cession de subvention, avec cette possibilité de maintenir au 1er janvier les cessions qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. On pourra également faire de nouvelles cessions à partir du 1er juillet 2022, selon des règles qui sont relativement similaires à celles actuellement applicables. Donc, il faudra introduire une demande, identifier le cessionnaire à qui on souhaite céder les points. Et il y aura évidemment une condition, c'est que ça doit être, la cession, elle doit concerner une cession pour des activités, pour financer des emplois relatifs aux activités d'intérêt général pour lesquelles le cédant a lui-même été subventionné. Et donc, cette possibilité de cession, pour de nouvelles cessions, ça sera uniquement à partir du 1er juillet 2022, et donc elle sera toujours possible selon une procédure similaire, si ce n'est qu'à nouveau, on sera sur une cession de subvention et non plus sur une cession de points. Il y aura également un cadastre qui sera mis à jour annuellement, plutôt tous les 2 ans en principe, sur base des rapports d'activité que les employeurs devront continuer à fournir, un peu sur le même mode qu'aujourd'hui, en essayant d'avoir un rapport d'activité plus simple. Alors, on peut passer. Donc, le rapport d'activité, je viens de l'évoquer. Le Forum fera également un rapport d'évaluation annuel qui sera basé sur ces rapports d'activité des employeurs. Et concernant la gestion administrative du dispositif, comme on l'a dit, elle relèvera uniquement du Forum, que ce soit pour la liquidation de la subvention, la gestion des appels à projets, ça nous y reviendrons, la question des cessions de subvention, les vérifications du VGE, du contrôle du coût, et donc l'ensemble sera pris en charge par le Forum. On peut passer à la dia suivante. Alors, le dispositif prévoit également la possibilité de créer de nouveaux emplois qui seront financés via le dispositif APE ou autrement nommé, mais on reste dans un dispositif APE, mais qui est réformé. Et il y aura la nouvelle possibilité d'avoir des nouveaux octrois de subventions pour financer l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés. Et alors, si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est un système qui est complètement ouvert en vue de garantir le maintien de la maîtrise budgétaire. Les montants, lorsque des montants sont disponibles, ils seront octroyés via des appels à projets qui cibleront des besoins prioritaires. Et tout employeur du non-marchand pourra répondre à ces appels à projets et solliciter une subvention pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé à partir du moment où l'emploi qu'il souhaite voir subventionné répond à une activité ou un besoin qui a été identifié par la région wallonne comme prioritaire. Alors, comment va être financé ce nouveau dispositif? Tout d'abord, il y a une garantie qui est donnée par la réforme, c'est que
Si des moyens sont non consommés, si des moyens sont récupérés parce qu'une ASBL disparaît, parce qu'on récupère des montants dans le cadre des contrôles qui sont effectués, et bien ces montants seront réaffectés à ces appels à projets pour créer de nouveaux emplois. Et on pourrait également financer ces appels à projets via éventuellement de nouveaux budgets qui seraient des budgets complémentaires qui seraient alloués au dispositif pour répondre à des besoins sociétaux prioritaires. On peut passer à la dia suivante. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions, en tout cas. Ça va être compliqué de répondre à tout le monde, mais on va essayer. Alors, la sectorialisation, donc, en réalité, donc, le dispositif APE reste une aide à l'emploi. Hein, on reste bien sur une aide à l'emploi. Ça ne devient pas une subvention fonctionnelle qui est octroyée par le ministre fonctionnellement compétent. Ça reste une aide à l'emploi. Il y a quand même, on tient quand même en compte la sectorialisation d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que donc il y a quand même une obligation, c'est que les travailleurs APE ils doivent être occupés sur des emplois répondant aux activités d'intérêt général pour lesquelles l'aide leur avait été octroyée, l'aide leur a été octroyée. La différence avec maintenant, c'est qu'aujourd'hui vous avez des fonctions très précises que vous devez en principe respecter. Demain, on sort de cette logique de fonction. Il n'y a plus des fonctions précises à respecter. Par contre, effectivement, vous devez toujours affecter ces travailleurs, non plus sur une fonction précise, mais à une fonction qui permet de répondre à l'activité d'intérêt général pour laquelle la subvention vous a été octroyée. Comme je l'ai dit, la sectorialisation intervient aussi dans le cadre de la réaffectation des moyens récupérés, vu qu'on tiendra compte de l'origine des moyens qui sont récupérés, d'où ils proviennent, pour réaffecter les moyens. En termes de transparence, au niveau du soutien public à l'emploi, via le cadastre, on aura toujours l'élément de savoir quelles sont les activités qui sont financées. Et cette transparence, elle se réalisera via le cadastre, qui sera réalisé par le Forum sur base des appels, sur base des rapports d'activité qui ont été remis par les employeurs. Et comme je l'ai déjà dit, en cas de récupération de budget, les montants sont réalisés pour soutenir l'emploi dans le cadre des appels à projets en tenant compte des secteurs dont les moyens récupérés proviennent. Et la présentation est terminée. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on procède pour la suite? Est-ce que vous allez répondre en direct aux questions qui sont arrivées dans la boîte à questions? Comment vous avez prévu la suite? On n'a rien prévu du tout, mais c'est comme vous voulez. Je propose alors peut-être qu'on puisse faire défiler les questions et qu'on y réponde. On a encore 1 heure devant nous, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, moi je peux éventuellement répondre aux questions et rediriger vers Jérôme et Laurent le cas échéant. Pas mal. Bon, par contre, il y a 100 questions, donc voilà, j'espère qu'il y a des doublons parce que sinon ça va quand même. Je vais devoir répondre de manière assez rapide. Oui, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être faire défiler les questions en les lisant rapidement et peut-être vous arrêter sur celles qui pourraient intéresser le plus de monde dans l'audience. On a 375 personnes qui sont avec nous en ce moment. Je ne sais pas, à vous de juger peut-être celles qui sont les plus pertinentes ou celles où la réponse serait la plus intéressante pour pouvoir peut-être les balayer plus rapidement. Bon, on va essayer, on s'adaptera s'il le faut, donc on va essayer de faire comme on peut, en tout cas de faire pour en mieux. Donc je vais repartir des premières questions qui ont été posées. Alors. Alors,
Alors, il y a une première question. Qu'en est-il des cotisations patronales? Quelles seront les obligations administratives? Donc, par rapport à ça, les obligations par rapport aux cotisations patronales, donc, elles sont intégrées dans la nouvelle subvention. Donc, avant, vous aviez une réduction qui vous permettait, entre guillemets, vous ne payez pas les réductions de cote. Aujourd'hui, vous allez devoir payer les réductions de cote, mais vous pourrez les payer à l'aide de la subvention qui vous est envoyée, et vous n'aurez plus de formalités particulières à faire vis-à-vis de l'ONSS, vu qu'il n'y aura plus de réduction de cote. Alors, donc je vais lire les questions directement en même temps, parce que sinon moi je vais quand même les lire pendant que je ne dis rien. Donc bonjour, je travaille dans une maison médicale à Namur. Nous sommes une ASBL, nous avons engagé une nouvelle secrétaire accueillante il y a quelques mois. Cette dernière va signer en CDI chez nous dans le courant du mois de juin. Peut-on bénéficier de l'APE pour cette nouvelle employée, sachant qu'elle travaille à mi-temps chez nous et à mi-temps chez un autre employeur de la région? Et donc ça, vous pouvez toujours, je ne vais pas répondre à toutes les questions particulières par rapport à ça, mais vous pouvez toujours engager des travailleurs et les mettre en APE. Si vous avez des points disponibles, vous pouvez toujours le faire. Les règles ne changent pas par rapport à ça. Ce qui était applicable reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme. Demain, si vous souhaitez engager un nouveau travailleur, comme je l'ai dit, à partir du moment où il est demandeur d'emploi inoccupé, vous pourrez l'inscrire sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Alors, bonjour à vous. Comment l'ONSS sera remboursé? Comment se calculera la réduction NSS? Pour les salaires, l'ONSS sera calculé comme avant ou non par trimestre. Mais comme je l'ai dit, demain, vous devrez payer les réductions de cote, mais vous bénéficierez de la subvention qui couvrira le paiement de ces réductions de cotisation de sécurité sociale. Quel ministre prendra en charge? La ministre de l'Action sociale ou autre? Ça reste une aide à l'emploi, donc ça reste au niveau de la ministre de l'Emploi. Pouvons-nous avoir en support écrit, voilà, ça on verra après, pour envoyer le PowerPoint. Alors, la réforme tiendra-t-elle compte des cotisations NSS patronales pour les heures inconfortables? On tient compte des réductions de cotisations patronales dont vous avez effectivement bénéficié. Donc, si vous avez bénéficié dans les années de référence de réduction de cotisations patronales pour ces heures inconfortables, elles sont prises en compte dans la formule de calcul. Si par contre vous avez des réductions de cote qui n'étaient pas liées à l'APE, comme je l'ai dit, vous pourrez continuer à en bénéficier à partir du moment où ce n'est pas une réduction groupe cible. Pour ceux qui n'ont pas bénéficié de points, sera-t-il possible d'en avoir avec la réforme? Ça ne sera plus des points, vu que plus personne ne bénéficiera de points, mais d'une subvention. Et donc, via les appels à projets, de nouvelles subventions seront octroyées. Donc ça, c'est des questions pratiques liées au webinaire. Donc oui, il y aura toujours l'obligation de remettre en rapport annuel d'activité. J'ai déjà répondu à la question dans la présentation. Si le calcul des cotisations patronales est fait, cela veut dire que nous n'aurons plus les réductions, mais que nous serons subventionnés pour les payer. Effectivement, c'est ce que j'ai expliqué en réponse aux précédentes questions. Qu'advient-il pour une ASBL au départ à la pension d'un de ces travailleurs APE? Donc, au départ à la pension, mais également si un travailleur démissionne ou si son contrat prend fin, il n'est plus pris en compte pour le volume de l'emploi pérennisé, ni pour le volume global de l'emploi d'ailleurs, qui prend tous les travailleurs en compte, en ce compris les APE. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de l'engager et d'en faire un travailleur APE. La seule condition, c'est qu'il soit demandeur d'emploi inoccupé. Après, est-ce que vous devez le faire? Ça, c'est un choix de gestion qui doit être porté qui doit être fait par vous-même. Il est en tout cas important de remplacer les travailleurs APE lorsque le nombre de travailleurs APE que vous avez est tout juste ou est inférieur au nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter et qui est contrôlé dans le cadre du volume de l'emploi pérennisé. Si vous avez beaucoup plus de travailleurs APE que ce que le nombre d'équivalents temps plein minimum imposait, dans ce cas, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez ne pas le remplacer par un travailleur APE. Vous pouvez le remplacer par un travailleur non APE. Ça n'aura pas d'impact par rapport au volume de l'emploi pérennisé. Attention que si vous perdez un travailleur APE
ça peut avoir aussi un impact sur le volume global de l'emploi. Donc ça, il n'y a pas d'obligation, ça c'est à vous de voir et de gérer votre subvention. Maintenant, en tout cas, vous pourrez rajouter des personnes à partir du moment où ils sont demandeurs d'emploi inoccupés sur base d'une simple demande qui sera faite au forum. C'est un demandeur d'emploi inoccupé, il sera inscrit dans la liste qui sera mise à jour par le forum. Alors, qu'en est-il du crédit d'ancienneté barémique? Le crédit d'ancienneté barémique n'existe plus. Le montant du budget a été utilisé dans le cadre de la réforme, notamment pour financer les ajustements à la formule de calcul. Concernant les nouvelles demandes, j'ai déjà expliqué que ce serait possible via les appels à projets, mais ça sera lié à des besoins prioritaires. Il faudra répondre à ces besoins pour pouvoir bénéficier du financement. En cas de cofinancement, comment est calculé l'ONSS? Voilà, ça malheureusement, je ne perçois pas quelle est la question qui est posée. En principe, en APE, vous avez des réductions de cote à 100%. Donc, le cofinancement par rapport aux réductions de cotisation, ça me paraît, voilà, je ne vois pas exactement où on veut en venir. Par contre, concernant la subvention APE, vous pouvez toujours, pour un travailleur, avoir des subventions APE et d'autres subventions. Évidemment, les subventions cumulées ne peuvent pas être supérieures au coût du travailleur. Quid des petits points accordés qui ne correspondent pas au volume du travail réellement fait ou d'activité? Ça, on m'a envoyé désolé, mais je ne comprends pas la question. Alors, un PTP qui est transformé en APE en 2020 rentre bien dans le calcul total. Oui, il entre bien en compte dans le calcul, vu que on prend en compte au niveau de la subvention les points octroyés à la veille de la réforme. Si vous avez bénéficié de travailleurs PTP en APE, donc c'est bénéficié de la conversion plutôt des PTP en APE, ces points-là, vous n'en bénéficiez pas durant les années de référence. Par contre, ça fait partie des points qui vont se octroyer à la veille de la réforme. Par contre, il n'y aura pas de taux de subventionnement propre pour ces points. Soit vous avez reçu des points APE en PTP et vous n'aviez pas de points APE avant, et dans ce cas-là, vous aurez la formule de calcul dérogatoire pour les personnes qui ont des subventions après 2019 ou pendant moins de 2 ans durant les périodes de référence. Si vous aviez déjà des points APE durant les années de référence, vous aurez le taux de subventionnement qui était applicable à ces points durant les années de référence. Sera-t-il encore possible de demander une modification de fonction pour un des postes attribués? Les fonctions disparaissent. Désormais, vous devez juste respecter les activités d'intérêt général pour lesquelles la subvention vous est octroyée, mais il n'y a plus de poste spécifiquement décrit à respecter. OK pour 2022, mais quid des années ultérieures? La subvention sera-t-elle une indexation de la subvention 2022 ou bien la subvention 2023 tiendra-t-elle compte du nombre de travailleurs occupés en 2022? Donc la subvention telle qu'elle est déterminée en 2022, elle sera indexée en 2023 sur base de la formule d'indexation actuelle du point APE, à savoir une indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation, indice santé. La SBL, dont je suis responsable, bénéficie actuellement de 2 subventions APE, à savoir 4 points à durée déterminée et 7 points qui se terminent en cette fin d'année. Dois-je introduire une demande de prolongation pour la fin 2021? Je l'espère que non, à moins que nous ayons une 3e fois une réforme qui ne serait pas conduite à sa fin, mais donc toutes les décisions, qu'elles soient à durée déterminée ou indéterminée, qui sont en vigueur au 30 septembre 2021, seront automatiquement prises en compte dans le cadre de la nouvelle subvention. Donc que ce soit des besoins spécifiques, que ce soit des décisions à durée déterminée ou indéterminée, elles sont toutes pérennisées par la réforme. L'évolution de l'ancienneté barémique n'est donc pas prise en compte. Cela aura un impact non neutre sur le terrain. Non, l'évolution de l'ancienneté barémique n'est pas prise en compte. Elle ne l'était pas nécessairement, si ce n'est via le crédit d'ancienneté qui prenait une partie à sa charge. Après, pour nuancer néanmoins cela, quand on prenait plutôt, il y avait une question sur le cas d'un travailleur qui part à la pension. Quand un travailleur part à la pension avec 30 ans d'ancienneté, on a tenu compte de son ancienneté de 30 ans pour calculer la subvention dans le cadre de la formule de calcul, et il va être remplacé par un travailleur qui a priori
sans ancienneté, vu que ça doit être de toute façon demandeur d'emploi inoccupé, donc quelqu'un qui n'était pas chez vous. Donc ce travailleur qui va remplacer ce travailleur qui est parti, lui, donc ça va compenser, entre guillemets, le départ d'un travailleur ancien par le remplacement par un nouveau, compensera dans certains cas déjà cette situation-là. Par ailleurs, il y a quand même déjà, il y a toujours une indexation hein, de la subvention, mais qui ne tient pas compte effectivement de l'ancienneté barémique. Mais en tout cas, voilà, il faut distinguer pour des travailleurs des employeurs qui ont beaucoup de jeunes travailleurs. S'ils les gardent à l'emploi, ça peut avoir un impact. À l'inverse, pour des employeurs qui ont beaucoup de travailleurs qui sont là depuis un certain temps, dont une partie vont à un moment arriver à la pension, en principe, ils ont déjà des subventions qui ont été calculées avec des personnes qui avaient une ancienneté assez importante. Donc, en principe, eux n'auront pas de problème. Pour des nouveaux, ça pourrait, dans certains cas, à moyen long terme, poser l'une ou l'autre difficulté. Tout dépend de la situation de chacun. Qu'en est-il des projets spécifiques? Mais ils sont intégrés dans la réforme, j'ai déjà répondu. Serait-il possible... Benjamin, je me permets juste d'interrompre par rapport à cette question. Il faut aussi dire que là-dessus, cette question, elle se pose aussi par rapport à l'ancienneté, principalement sur les plus petites structures, puisque sur les plus grandes structures, naturellement, il y a une ancienneté moyenne qui est plutôt stable et que sur les plus grandes structures, les allers-retours entre travailleurs font qu'il y a une moyenne générale. Pour les plus petites, eh bien, c'est aussi pour ça que on a prévu, dans le cadre des formules, vraiment des exceptions pour soutenir les plus petites structures, avec par exemple, prendre les deux meilleures années au lieu des 3, ou 2 sur 5, justement, pour aussi pouvoir soutenir dans ce genre de situation. Voilà, tout à fait. Pour compléter, on constate quand même qu'au niveau du secteur, il y a au niveau des APE, il y a une ancienneté moyenne qui reste relativement stable. Et en principe, la réforme avec la formule de calcul, elle a tenu compte des anciennetés des gens partis. Alors, bonjour, pour les points octroyés, valeur du calcul, le calcul serait-il avant la cession à une autre ASBL, pouvoirs locaux, ou après une cession? Donc, j'ai déjà en principe répondu à cette question-là, pour être sûr que donc ça soit bien compris. Les points, ils vont se calculer dans un premier temps au niveau du cessionnaire, selon la formule de calcul, mais les points les points cédés sont pris en compte au niveau du cessionnaire, mais sont ensuite rapatriés une fois qu'on a déterminé le montant de la subvention dans la subvention du cédant. Projet spécifique, j'ai déjà répondu. Serait-il donc là, on est de nouveau sur peut-être des répétitions de messages. Alors, on va descendre. Alors, quid des ETP à engager? Devront-ils répondre au profil de base octroyé? Exemple 4 points pour l'engagement d'un employé administratif. Ou sera-t-il possible d'engager n'importe quelle fonction? Vous pourrez engager sur n'importe quelle fonction. Par contre, la personne, quelle que soit la fonction, c'est une fonction qui doit être affectée à l'activité d'intérêt général pour laquelle vous bénéficiez de la subvention. Mais donc, c'est beaucoup plus simple qu'avant. C'est lié à l'activité d'intérêt général. Il faut que ça réponde à votre activité générale, mais ce n'est plus lié à une fonction spécifique. Sur base du forfait alloué, comment pouvoir répartir, entre parenthèses, déterminer cette somme sur les différents articles budgétaires du personnel? Ben justement, vous aurez une grande marge de manœuvre parce que vous pouvez faire comme vous voulez. Vous ne devez plus affecter les points de manière spécifique à tel ou tel travailleur. Il n'y a plus de points, ni la subvention à tel ou tel travailleur. La subvention, elle vous est donnée pour les coûts salariaux de ces travailleurs-là. Et après, vous avez une certaine liberté pour déterminer si vous avez des travailleurs qui ont des subventions, ben vous devez tenir compte de l'ensemble. Mais en tout cas, normalement, vous aurez justement une assez grande liberté par rapport à ça. Vous pourrez répartir comme vous le voulez en fonction des sous que vous avez déjà éventuellement pour ces travailleurs, vu que le cumul avec, par exemple, les subventions fonctionnelles reste permis. Bonjour, les emplois plan Marshall et d'alimentaire à durée déterminée seront-ils maintenus? Oui, toutes les décisions à durée déterminée ou indéterminée sont intégrées dans la réforme, de même que les besoins spécifiques. Comment pensez-vous réduire les écarts entre opérateurs ou employeurs pour éviter que certains soient lésés? Donc, il
y a déjà une série d'explications qui ont été données. On a pris une formule de calcul qui vise à assurer la représentativité sur 3 années de référence, c'est ce qu'a expliqué Jérôme. Et par ailleurs, il y a toute une série d'ajustements qui permettent de s'assurer de prendre en compte des situations particulières qui auraient impacté ou qui auraient pu impacter la représentativité des taux de subventionnement et taux d'occupation. Si j'ai bien compris, les points APE ne sont plus liés à une personne, ne sont plus nominatifs. Comment s'effectuera le contrôle? Il ne sera plus effectué sur base des fiches employées. Et si un membre du personnel quitte l'équipe, y a-t-il une obligation de réengager? Je suppose que le nombre de TP-APE nous sera communiqué début janvier et nous devrons respecter l'équilibre personnel APE et fonds propres. C'est bien cela. L'ancienneté des travailleurs ne sera plus prise en compte vu que les points ne sont plus nominatifs. Il s'agit donc d'un montant forfaitaire qui restera identique dans le temps. C'est bien cela. Comment comptablement devrons-nous réaliser l'exonération ONSS car cette exonération n'est plus nominative? Alors, beaucoup de questions ici, dont une partie a déjà été répondue. Donc oui, les points ne sont plus nominataires. De toute façon, il n'y a plus de points. Hein. Donc la subvention est octroyée pour un nombre minimum de travailleurs et on identifie les travailleurs pour lesquels elle est octroyée, mais sans dire que tel montant est pour X, tel montant est pour Y. Vous avez la possibilité de réengager, ce n'est pas une obligation, hein, ce que j'expliquais tantôt, tout dépend, hein, vous devez réengager, il n'y a pas d'obligation, simplement je vous invite à réengager si l'absence de réengagement pourrait avoir un impact dans le cadre du volume global. J'ai l'impression que, oui, à mon et nous avis, venons de le perdre. Oui. On vient de perdre Benjamin. Ça, c'est parce qu'il y avait trop de questions. Le pauvre, à un moment, il a dû avoir une overdose de questions. Jérôme, est-ce que vous pouvez prendre le relais? Il est revenu. Oui, je peux prendre le relais. Ah non, bah, il va continuer son idée alors, le temps que je trouve de toute façon la question où on était. Est-ce que Benjamin est revenu? Non. Oui, je suis là. Ah. Par contre, je dois retrouver la question, je ne sais plus où on était, évidemment, j'ai perdu. Benjamin, je peux vous demander de rallumer votre caméra, c'était plus sympa de vous voir à l'écran qu'un écran noir. Voilà, super, merci beaucoup. Il faut juste que je retrouve où on en était, par contre, parce que du coup, mon défilement s'est interrompu. Ça devrait être facile, vu que c'était une longue question. Voilà. Alors, donc, ce que je venais de dire, c'est donc, donc vous n'avez pas d'obligation d'engagement. Hein, c'est à vous de voir si l'absence de réengagement pourrait avoir un impact sur votre volume de l'emploi. Le nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter, ainsi que le volume global de l'emploi de référence vous sera communiqué début janvier, en même temps que le montant définitif de votre subvention. Et nous devons respecter l'équilibre personnel APE et fonds propres. Donc ça, il n'y a plus, voilà, vous devez avoir un nombre de travailleurs pour lequel vous bénéficiez de la subvention au moins égal au nombre minimum d'équivalents temps plein qui sera fixé dans la décision et qui est égal au nombre minimum d'équivalents temps plein qui est prévu dans les décisions actuelles. Et après, votre volume global de l'emploi, il sera pris en compte sur base de tout le monde, ce qui, pour moi, est préférable pour les employeurs, vu que aujourd'hui, si vous décidez de remettre sur des travailleurs APE, ce travailleur sera pris en compte dans le cadre du volume global de l'emploi. Et donc, voilà, on avait parfois des cas où des employeurs avaient peut-être perdu un travailleur en fonds propres actuellement et avaient engagé à côté 3 travailleurs APE en plus, et eux se retrouvaient alors parfois avec un non-respect de l'effectif de référence. Demain, dans une situation comme ça ne se produira pas et le volume global de l'emploi sera respecté. L'ancienneté des travailleurs ne sera plus prise en compte. Ça, j'ai déjà donné des explications ainsi que complétées par Laurent.
Le montant forfait sera bien forfaitaire, il restera identique dans le temps, effectivement. Donc, vous avez, à condition que vous mainteniez votre volume de l'emploi, vous avez un montant qui est connu. Vous connaissez le montant dont vous bénéficierez avec certitude. Et alors, par rapport aux exonérations NSS, ben, il n'y en aura plus. Si vous avez d'autres réductions de code que des réductions GROPSI, vous pouvez toujours en bénéficier. Voilà, ça ne posera plus problème. Est-ce que les points spécifiques, j'ai déjà répondu. Doit-on tenir compte des points cédés à d'autres organismes? J'ai déjà répondu. Qu'en est-il du financement de l'ancienneté? C'est déjà répondu. Cette formule intègre, bon, c'est toujours l'ancienneté barémique. Alors, les simulations que vous avez reçues tiennent compte des deux ajustements. Par contre, elles ne tiennent pas compte de la possibilité pour les petites structures de demander un ajustement au premier semestre 2022 pour bénéficier d'un recalcul de la subvention tel qu'il a été explicité par Jérôme. Pour ces ajustements, comment se signaler pour examen dans le détail? Donc ça, il y a une adresse générique au niveau du forum qui vous a en principe été communiquée dans le cadre des courriers qui vous ont été envoyés. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec le forum pour avoir des détails sur le montant de votre subvention et les éventuels éléments qui vous ont été communiqués par courrier. Suite à la reconversion des aides ménagères TS en aides ménagères sociales à partir du 1er janvier 2020, nous avons reçu 112 points à durée indéterminée. Quid de la prise en compte de ces points? Ces points seront pris en compte dans le cadre de la réforme, vu qu'on prend les points octroyés en 2021, à la veille de la réforme, et donc ils sont bien pris en compte. Dans ma fédération, j'ai un exemple de membre qui a 66 points APE, donc pas mal de TP, qui perd près de 8 000 € chaque année, simulation avant ajustement, troisième lecture. Il n'y a donc pas que les toutes petites structures qui ont de gros impacts. Comment cela s'explique-t-il? Ben, ça, je ne peux pas vous répondre parce que il faudrait que je puisse analyser le dossier pour voir s'il y a effectivement une perte de 8 000 €. Comme on l'a dit, comme l'a expliqué Jérôme, on n'est pas sur les subventions. Si on compare par rapport au point maximum qui était octroyable avant, mais qui n'était jamais effectivement perçu, vu que c'était lié aux états de prestation, forcément, si on part du montant théorique, le montant est inférieur. Avant, vous aviez un montant théorique, mais dont le montant effectif était dépendant de toute une série d'éléments. Aujourd'hui, vous avez un montant qui n'est plus un montant théorique, qui est un montant certain et qui ne dépend plus des états de prestation et de toute une série d'autres choses. La seule chose qui vous est demandée, c'est vous bénéficiez de l'entièreté de la subvention à condition de maintenir les volumes de l'emploi. Fin du passeport APE, oui, il n'y a plus de passeport APE, mais vous aurez la possibilité toujours de vérifier que l'employeur que vous souhaitez engager, que vous souhaiteriez faire figurer dans la liste des travailleurs APE est bien demandeur d'emploi inoccupé. Vous pourrez le demander soit directement auprès du forum, soit via un calculateur qui sera également mis à disposition du forum. Quid en cas de cession de points, tient-on compte des points conservés ou du nombre de points accordés? Donc ça, j'ai déjà donné des explications. Comment déterminer le coût net d'un agent, sachant qu'en CPS, nous bénéficions aussi d'autres subsides en matière de personnel? Doit-on diviser le subside global par le nombre d'agents et déduire? Voilà, ça, je pense avoir déjà répondu. Vous pouvez ajuster, vous n'êtes pas obligé de dire lui en tel et en tel. Simplement, vous avez d'autres subventions. Vous devez voir quels sont les montants de subventions dont vous bénéficiez déjà pour vos travailleurs APE, en plus de la subvention APE. Et alors, vous devez éventuellement répartir le reste en fonction, en tenant compte de ça. Mais il n'y a même plus vraiment en fait de répartition. Cette question-là ne se pose plus. Le contrôle du coût, il se fera sur base le montant qui vous est versé divisé par le coût de vos travailleurs. Enfin, au regard du coût de votre travailleur, pas divisé, excusez-moi. Devons-nous introduire une demande de renouvellement? En principe, non. Le calcul se fera pour chaque décision, pour l'ensemble des décisions. Le calcul se fait pour l'ensemble des décisions. Comment peut-on connaître le taux moyen de subventionnement du secteur? On peut vous le communiquer. Après, il n'est pas encore définitif, mais on peut vous communiquer le taux actuel. Mais de toute façon, les évolutions restent plus ou moins sur un taux moyen qui reste stable et constant. À quel moment devons-nous demander cet ajustement?
Alors les ajustements, les ajustements présentés par Jérôme sont automatiques, sauf la demande de recalcul de la subvention qui pourrait être introduite selon un formulaire qui sera mis à disposition par le Forum dès janvier 2022. Dans notre ASBL, nous avons un CISP et donc une partie de nos points APE nous sont déjà versés sous forme de subsides. Il y a, me semble-t-il, une différence de calcul. Allez-vous faire en sorte que les méthodes de calcul soient les mêmes? Alors, normalement, au niveau des CISP, la subvention dont bénéficient les CISP, la subvention fonctionnelle, était avant octroyée sous forme de points APE, mais elle ne l'est aujourd'hui en principe plus. Sauf si vous pouvez avoir des points APE pour des travailleurs sur les activités CISP, mais pour des heures en plus que les heures de formation agréées dans le cadre de l'agrément CISP. Donc voilà, je ne perçois pas très bien quelle est la question exacte qu'il y a, quelle est la problématique qu'il y a. Vous parlez des ETP subventionnés en APE ou totaux chez les employeurs. C'est bien les ETP subventionnés en APE. Donc ça, c'est par rapport à la variable E, où on prend en compte les ETP subventionnés. Ce sont les ETP subventionnés en APE. C'est pour déterminer le montant annuel moyen de réduction de cote par équivalent temps plein subventionné. En cas de cofinancement, il y a une perte au niveau de l'ONSS avec le calcul. Comment maintenir la totalité du financement? Voilà, sauf explication complémentaire ou quelque chose que je n'aurais pas saisi, il n'y a pas de perte. Le montant des réductions de cote dont vous bénéficiez aujourd'hui, que vous ne devez pas payer, vous le payez demain, mais la subvention intègre ce montant, la formule de calcul intègre ce montant dans la subvention. Si dans ma décision, on me dit qu'on a 7 points pour 2 personnes, j'ai 3 personnes sur cette décision, qu'est-ce qu'il en est? Et donc, ça, effectivement, vous avez les décisions, elles vous sont octroyées pour un nombre de points avec un nombre minimum d'équivalents temps plein. De nombreuses personnes, notamment pour bénéficier justement des réductions de cote, ont engagé plus de travailleurs que le minimum requis. Et donc, parfois, on a des travailleurs, ici, c'est 2 qui en ont engagé 3, on a parfois des travailleurs où il y avait 5 ETP minimum et il y a 10 personnes qui sont travailleurs APE. Alors, ça en soi, ça ne pose pas du tout de problème. Le nombre minimum que vous devrez respecter, c'est 2. Vous ne pourrez pas être en dessous, en tout cas pour le volume de l'emploi pérennisé. Et dans le volume global de l'emploi de référence, par contre, ça sera 3 qui sont calculés, vu que vous avez 3 personnes au moment où on calculera l'effectif, le volume global de l'emploi, en principe en tout cas. Donc ça, par contre, ça a pris en compte pour le volume global de l'emploi, mais pour le volume de l'emploi pérennisé, le minimum, ça sera 2 et pas 3. Et alors, pour être clair directement, c'est que vous avez 3 personnes, donc au niveau de vos points, que vous ayez 2, 3 ou 4 personnes, les points ils sont en principe les mêmes, hein, si vous les utilisez tous. Par contre, au niveau des réductions de cote, le fait d'avoir 2, 3 ou 4 personnes, voilà, vous avez des réductions de cote qui là sont plus importantes. Mais ça, évidemment, comme l'a dit Jérôme, c'est pris en compte dans la formule de calcul, et donc on a intégré les réductions de cote a été calculées en tenant compte que vous aviez actuellement 3 personnes et non 2, parce que si ça n'avait pas été pris en compte, évidemment, ça aurait été beaucoup plus difficile de pouvoir prétendre pérenniser les emplois. Or, l'objectif, c'est de pérenniser les emplois, donc bien évidemment, on prend en compte, pour les réductions de cote, le nombre de travailleurs APE qui soit supérieur ou non au nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel il est octroyé. Il ne peut pas d'ailleurs être inférieur au nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel il est octroyé. Les maribelles comptent aussi pour le volume global de l'emploi. Alors ça dépend comment on interprète l'action, mais les maribelles, oui, pour le volume global de l'emploi de référence, si vous avez des maribelles, ils seront comptabilisés. Et si vous avez des travailleurs maribelles ultérieurement, ils pourront être aussi comptabilisés. Après, il y aura encore des discussions parce que ça, c'est l'arrêté qui fixe ces éléments-là et qui va fixer exactement comment est calculé le volume global de l'emploi sur base de quels travailleurs. Est-ce qu'on exclut les saisonniers? Est-ce qu'on garde voilà. Voilà le type de questions qui pourront se poser. Et là, voilà, il y aura une concertation et donc à ce niveau-là, ça peut encore évoluer. Mais aujourd'hui, a priori, oui, mais voilà, ça peut évoluer dans le cadre des concertations. Quid pour les organisations à cheval sur Bruxelles et la Wallonie, avec des travailleurs attachés au siège de Bruxelles, mais qui bénéficient du système APE? Quel est le mécanisme? Mais donc, on ne voulait pas, vu qu'avant c'était permis, on a voulu en tenir compte. Et donc, quand vous avez des travailleurs qui sont à Bruxelles, on va regarder au moment de la réforme quel est le nombre de travailleurs qui sont à Bruxelles. Vous pourrez continuer à les occuper après la réforme à Bruxelles, mais par contre, vous ne pourrez
pas occuper plus de travailleurs à Bruxelles à partir de 2022 que ce que vous en occupiez à Bruxelles au moment où la réforme est entrée en vigueur. Donc, si un Bruxellois part, vous pouvez le remplacer par un autre travailleur qui travaille aussi à Bruxelles. Si par contre, vous avez un travailleur wallon, un travailleur qui est occupé en Wallonie qui s'en va, vous ne pourrez pas le remplacer par un travailleur qui ira travailler à Bruxelles, parce que dans ce cas-là, vous allez être au-dessus du maximum fixé de travailleurs qui peuvent être à Bruxelles. Nous sommes une jeune ASBL, donc 1er janvier 2020. Malgré toutes nos tentatives d'octroi ou rétrocession de points, nous n'avons pas pu en obtenir. Depuis, nous avons été contraints d'engager 2 de nos travailleurs en CDI. Y a-t-il possibilité de pouvoir bénéficier de cette aide? Nous avons juste eu la malchance d'arriver en pleine réforme. Ben, effectivement, c'est pas de chance et nous le regrettons. Maintenant, voilà, pour faire la réforme, on devait stabiliser les choses. Et donc, ben, forcément, dans le cadre de la pérennisation, ben, c'est les ASBL qui étaient déjà existantes, mais on va, on espère très rapidement avoir de nouveaux appels à projets pour financer de nouveaux emplois au profit des employeurs du secteur non marchand, voire des pouvoirs locaux. Est-ce que le subside APE sera toujours sous la tête d'une personne nominative? Ben donc, comme je l'ai déjà dit, il sera sous la tête, vous aurez une subvention qui sera pour des travailleurs identifiés comme APE, mais il n'y aura pas tel montant de la subvention pour tel travailleur, tel autre pour tel autre travailleur. Faudra-t-il envoyer une fiche signalétique ou de modification au forum pour chaque nouveau contrat ou modification de contrat, ou la méthode étant donné que vous parlez de liste au niveau du forum? Et donc, le forum, il va établir la liste au 1er janvier 2022. Cette liste, elle va être établie sur base de votre travailleur APE qui était là au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. Ensuite, vont être retirées de la liste les personnes qui quittent l'entreprise et vous pourrez ajouter, ça demandera une démarche auprès du forum, de nouveaux travailleurs. Et si ce travailleur est en demandeur d'emploi inoccupé, il sera intégré dans la liste. Est-ce possible d'engager quelqu'un avant le 31 décembre, de faire de la gestion de points et de lui donner un point par exemple, et qu'il soit alors repris sur la liste du VGP? Il sera repris dans la liste du volume global de l'emploi pérennisé. Ce sera bien considéré comme un travailleur APE, oui. Dans ce cas, je suppose que la subvention sera d'office insuffisante pour continuer de payer cet employé comme APE. En conclusion, mieux vaut ne pas déclarer ce travailleur comme APE via la gestion des points d'ici la fin de l'année. Oui, enfin ça dépend. Si c'est un remplacement de quelqu'un, cette personne-là, elle a été prise en compte au moment de la réforme. Donc, si vous avez un besoin et que vous devez y répondre et que vous avez besoin de ce travailleur avant le 31 décembre, en soi, vous pouvez toujours l'engager. Je veux dire, ça n'aura pas d'impact. La question, c'est est-ce que ces réductions de cotes auront été prises en compte? Ben, s'il est engagé juste avant, forcément non. Quid pour institution qui a pour activité de répondre à des projets qui ont une durée déterminée ou qui peuvent être arrêtés? Les emplois peuvent disparaître temporairement le temps de retrouver d'autres projets et financements. Mais donc on pérennise tous les emplois pour des activités. Les emplois peuvent continuer à être effectués. Si l'SBL disparaît, ben les subventions APE seront récupérées et seront réaffectées à la création de nouveaux emplois. Donc, 10 travailleurs en quittent les SBL et une collègue demande à passer à mi-temps. On perd des points. Quitte. Bon, là, je ne comprends pas. Donc, si vous avez 10 travailleurs, ben, s'il y a quelqu'un qui s'en va et que ça a pour effet que vous ne respectez pas le volume global de l'emploi, ben oui, il faut le retravailler, sinon ça peut avoir un impact dans le cadre du VGE. Si vous respectez votre VGE ou votre volume de l'emploi pérennisé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu'en est-il des nouvelles demandes? Sera-t-il possible d'obtenir une subvention pour des engagements futurs? J'ai déjà répondu. Coût salarial uniquement, les coûts assurance, médecine, frais de déplacement ne peuvent être plus repris dans les justificatifs de la subvention. J'ai parlé de coûts salariaux parce que c'est les coûts généraux, mais on sera sur une définition relativement similaire à celle qui existe aujourd'hui et qui prend en compte les coûts d'assurance, la médecine du travail et les frais de déplacement. Quels sont les éléments qui composent le coût salarial? Voilà, j'ai déjà répété, oui, c'est les salaires, le 13e mois, le pécule et alors les autres éléments qui figurent déjà dans le contrôle du coût actuel. Qu'en est-il s'il y a une augmentation du volume de l'emploi?
pour la subvention, ben, ça n'a pas d'impact sur la subvention, sauf si votre augmentation du volume de l'emploi, elle fait suite à un engagement de quelqu'un pour qui vous avez reçu une nouvelle décision dans le cadre des appels à projets. Mais sinon, à moins que l'engagement supplémentaire soit lié à un appel à projet, ça n'aura aucun impact et même ça sera traité différemment. Donc non, ça n'aura pas d'impact et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Peut-on, et pour l'emploi. Peut-on cumuler la nouvelle subvention avec le FSE, par exemple? A priori, la subvention peut être cumulée, mais le cumul des subventions ne peut évidemment avoir effet qu'on dépasse le coût. Nous avons des travailleurs à mi-temps APE, mi-temps Maribel. Cela posera-t-il problème à partir de 2023? En principe, non. Après, voilà, difficile de répondre à toutes les questions et de poser des questions. Parfois, il faudrait peut-être une autre précision, mais a priori, non. Voilà, s'il y a une raison particulière liée à cette question, on peut éventuellement nous envoyer en mail pour qu'on puisse regarder. Certains employeurs sont déjà vus supprimer le système APE au 1er juillet 2017. Comment allez-vous calculer une moyenne 2017, 2018, 2019 alors qu'il y a 6 mois de points APE en 2017? Ah ben, tout a en principe a été prévu et pris en compte. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on parle d'une suppression d'employeurs au 1er juillet, mais si l'employeur n'existe plus, il n'est pas concerné par la réforme. Si par contre, il n'a bénéficié de la subvention APE qu'à partir du 1er juillet 2017, ben, la réforme prendra en compte du fait que la subvention, pendant une période, elle n'a été octroyée que pour 6 mois pour l'année 2017. Et alors, donc, la formule générale, quand un employeur a bénéficié de la subvention pendant moins de 24 mois durant les années de référence, les taux de subvention et les taux d'occupation sont calculés sur base des montants moyens du secteur. Donc voilà, si on n'est pas capable, parce que la personne n'avait pas de subvention dans les années de référence, ou pendant moins de 24 mois, on lui appliquera les taux moyens d'occupation de subventionnement. Quid de la conversion des CPE en APE? Cela augmente-t-il le nombre d'équivalents temps plein APE? La limite d'âge de 26 ans saute-t-elle? Oui, la limite d'âge de 26 ans saute. Si vous avez via le CPE en équivalent temps plein en plus, ben, ça sera pris en compte pour le volume de l'emploi pérennisé et le volume global de l'emploi. Ce qui est logique vu qu'on garantit le financement. Comment identifier la recette APE pour un travailleur afin de pouvoir déterminer son coût net? On a déjà évoqué cette question. Indexation, il n'y a pas de lien avec les augmentations barémiques biannuelles à travailleurs constants. Cela représente pourtant environ 1% par an. Ça, donc, on a déjà donné des explications par rapport à l'indexation, ce qui l'était, ce qui ne l'était pas. Pourrons-nous affecter des travailleurs subventionnés par ce système dans les activités CISP? Cela nous était interdit avec l'APE et la réforme de financement des CISP. Alors, il y a une réforme, puis je ne sais pas où on en est, s'il y a une réforme ou pas des CISP à venir. En tout cas, non. Il y a déjà un financement pour les heures agréées. Par contre, vous pouvez c'est déjà prévu, hein, comme déjà maintenant, à la suite de la modification, je pense, qui est intervenue le 1er avril de la réglementation de la GOE CISP, il est possible déjà à présent, donc vous pouvez utiliser des travailleurs APE pour des activités CISP à condition que ce soit pour des heures supplémentaires aux heures qui sont déjà agréées au niveau du CISP. Alors, quelles seraient les priorités du gouvernement dans le cadre des appels à projets? Voilà, c'est un peu trop tôt pour pouvoir le dire. Si la réforme était déjà passée en au moment où la crise du Covid est arrivée, il y aurait probablement eu des appels à projets pour ça. Donc ça sera en fonction des priorités qui seront déterminées par le gouvernement et à ce niveau-là, c'est pas possible aujourd'hui de nous avancer. Plus de fonctions à respecter, plus de fonctions, donc non, plus de fonctions, uniquement les activités. Les nouveaux emplois seront-ils possibles sous contrat CDI, mais tous les emplois ont toujours été possibles sous contrat CDI. La subvention avant était octroyée pour une durée déterminée ou indéterminée, mais il n'a jamais été imposé aux employeurs de ne pas engager les personnes en CDI. Ça la relève de la responsabilité propre à l'employeur et des règles applicables par rapport au CDD. Donc voilà, en tout cas ici, les postes sont pérennisés à durée indéterminée, donc à mon sens, rien ne justifie qu'il n'y ait pas de CDI. En tout cas, ça n'a jamais été une justification et ça ne le sera encore moins avec la réforme. Quid des préavis
oui, à partir de quand les appels à projets seront ouverts, ben ça dépendra des moyens budgétaires. Ça pourrait être à tout moment, à partir du moment où il y a les moyens budgétaires sont prévus. Il y aura un arrêté ministériel qui fixera les règles de cet appel à projet qui sera ouvert à toutes les personnes qui répondent aux conditions qui seront fixées par le gouvernement. Quid des préavis réduits en cas de démission? Ben donc, ça, je suppose que la question indirecte, enfin implicite, c'est que est-ce que ça peut impacter le volume global de l'emploi? Donc, si par exemple quelqu'un a fait un préavis pour démission, c'est vrai qu'il peut partir dans les 7 jours. Parfois, il faut un certain temps, 4, 5 mois, ça tout dépend, ça peut dépendre de la fonction pour le remplacer la personne. Ben, ça, à ce niveau-là, c'est par contre juste de remonter sur les questions parce que. Donc, à ce niveau-là, normalement, je n'arrive pas à voir la question. Donc, il y aura pas de problème. Quand sera récupéré les fonds de roulement? Les fonds de roulement, ils seront récupérés. En principe, on va voir, hein, parce que donc, vos fonds de roulement, normalement, ils sont récupérés le moment où vous payez, où vous recevez votre dernière subvention. Donc, en principe, l'idée, ce serait qu'il soit récupéré au moment où on va payer la dernière subvention APE relatif au mois de décembre pour le non-marchand. Néanmoins, voilà, on verra. Mais au cas où, pour la première liquidation de la tranche, il y aurait un peu de retard et qu'elle interviendrait en février ou en janvier, alors dans ce cas-là, on ne récupérerait pas les fonds de roulement sur la dernière tranche de la subvention APE relative au mois de décembre, mais on la récupérerait sur le montant de la nouvelle liquidation. Mais dans tous les cas, vous aurez des sous en temps et en heure pour verser les salaires. Dans les pouvoirs locaux, est-ce qu'en contractuel non APE et en contractuel APE, même carrière, même nombre d'années, auront la même pension? Alors, je pense que ça, c'est une question qui ne concerne pas la réforme APE. Le fait d'être APE, on paye des cotisations. Alors, il y a une réduction de cote, mais au niveau du travailleur, ça n'a pas d'impact, à mon sens. Pour introduire un dossier, est-ce donc encore possible en 2021? Devons-nous... donc ça, comme vous le savez, il y a eu un moratoire dans l'attente de la réforme. Donc, il ne sert à rien d'introduire une demande actuellement. Les emplois de différentes décisions vont-ils être globalisés? Oui, les employeurs de la CP 329 sont vus attribuer une aide Covid sous la forme d'une annulation de cotisation patronale ONSS du 3e trimestre 2020. Comment allez-vous procéder pour ne pas pénaliser dans le futur ces employeurs? Je ne comprends pas la question. Les réductions de cotes ont été prises en compte et en outre n'étaient pas dans les périodes de référence, donc ça n'a pas d'impact sur le calcul de la subvention. Après la réforme, la personne à engager devrait être demandeur d'emploi non occupé. Sera-t-il aussi possible d'engager quelqu'un qui est sous contrat APE, par exemple, augmentation de temps de travail? Oui. Donc vous pourrez engager en temps partiel même et en APE, mais alors ça sera dans notre qui n'est pas chez vous, et alors il pourrait être figuré sur la liste pour la différence entre son temps partiel actuel et le contrat que vous est en temps plein au maximum. Et alors si vous avez des travailleurs qui sont pas APE mais fonds propres, vous pouvez les mettre dans vous pourrez les mettre dans la liste si vous augmentez leur temps de travail à due proportion. Inoccupé depuis combien de temps? Depuis 1 an. Inoccupé donc ou bénéficiaire du chômage, mais en général quand on est bénéficiaire du chômage c'est qu'on est occupé, ou du CPS aussi. Donc apparemment on a occupé 1 jour, qu'on soit chômeur ou pas chômeur, on est demandeur d'emploi inoccupé, il y a une définition, hein, donc c'est la personne qui n'est ni sous contrat de travail à temps plein, ni à temps partiel, voilà, non, qui n'est pas sous contrat de travail, qui n'exerce pas d'activité d'indépendant à titre principal. Et en outre, les travailleurs à temps partiel avec allocation de garantie de revenus sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés. Bonjour, doit-on comprendre que la notion des APE spécifiques disparaît? C'est-à-dire qu'il y a toujours en lien avec vos activités, mais ce n'est plus de nouveau avec des fonctions précises et spécifiques. Doit-on comprendre que, non, c'est toujours la même question, si on engage un nouveau travailleur via le nouveau système pour ces travailleurs, leur emploi pourra être pérenne ou la durée de l'emploi sera fonction de l'appel à projet?
Ben ça, c'est encore difficile à dire aujourd'hui. Les deux sont possibles. Ça dépendra du projet. Si on finance si les besoins, si on vise à répondre à des besoins prioritaires qui sont pérennes, a priori, les décisions devraient être pérennes. Si ce sont des besoins temporaires, ce qui peut arriver, elles seront a priori temporaires. Ça, il faudra voir en fonction de chaque cas d'espèce et de chaque appel à projet. Et également des moyens budgétaires qui sont disponibles. Dans le cas d'une subvention 6, pouvons-nous justifier de cette charge de personnel? Je pense avoir déjà répondu à la question. Les travailleurs APE resteront-ils en indice 484 et 24? Alors, oui, ce sont toujours des contractuels subventionnés, mais par contre, il n'y aura plus de réduction de cote. Fusion APE avec CPE, conditions CPE maintenues, le travailleur devient en APE en part entière. Le travailleur CPE sera identifié comme un travailleur APE et donc vous pourrez le garder malgré qu'il n'a plus 26 ans. Qu'en sera-t-il de la correction annuelle dont nous bénéficions jusqu'à présent? La correction annuelle, voilà, comme ça, tout ça ne vient pas directement de quoi vous parler. Donc voilà, peut-être c'est un pouvoir, s'il y a des pouvoirs locaux, ça, donc voilà, ça je ne saurais pas vous préciser. Bonjour, quid du préavis réduit à 7 jours en cas de démission? Je pense avoir déjà répondu à cette question-là. Alors je ne sais pas si je l'avais précisé, mais donc il y a le seuil de tolérance pour le volume global. Si quelqu'un s'en va, ça peut en avoir un impact parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de le remplacer ou ça a nécessité un certain délai. Donc, vous aurez déjà le seuil de tolérance qui vous permettra en principe d'éviter d'avoir un impact sur le VGE. Si néanmoins le seuil de tolérance n'est pas suffisant, il y a une dérogation spécifique pour le cas où le non-respect du volume global de l'emploi trouve principalement son origine dans le délai raisonnable, qui est un délai considéré de 6 mois pour procéder au remplacement d'un travailleur. Si c'est le cas, la dérogation sera octroyée et il n'y aura pas de réduction de la subvention. Quand vous dites remplacer par un demandeur d'emploi, doit-il être complètement au chômage ou peut-on, par exemple, remplacer un travailleur qui est à 19 heures en faisant un deuxième contrat, un travailleur APE déjà chez nous à 19 heures? Donc ça, j'ai répondu, oui, c'est effectivement possible. Vous pourrez mettre l'augmentation du temps de travail en APE. Quid des demandes pour besoins spécifiques, liste-t-il toujours? J'ai déjà répondu, alors peut-être que je vais en profiter vu qu'il y a l'exemple des naissances multiples. Il y a une exception en fait, c'est les naissances multiples, parce que les naissances multiples, elles sont liées vraiment à quelque chose par essence qui est très temporaire. Et donc les naissances multiples sont traitées à part et le système actuel sera maintenu, mais non plus sous forme de points, mais sous forme d'une subvention directement, qui inclurait également les réductions de cotes. Et pour les décisions de naissance multiples actuelles, elles sont transformées vu qu'on fusionne les points et les réductions de cotes, mais elles ne seront octroyées que pour le solde de la décision de naissance multiple qui était prévu dans le cadre du système actuel. Quid des demandes? Sinon, devra-t-on désormais obligatoirement payer les anciennetés? Alors ça, je ne comprends pas trop la question parce que les anciennetés, donc pour le crédit d'ancienneté, vous ne pouvez les recevoir qu'à condition que vous payiez, vous pouvez recevoir les crédits qu'à condition que vous ayez à supporter une ancienneté pécuniaire que vous versiez effectivement aux travailleurs. Demain, il n'y a plus de ce crédit d'ancienneté. Et quant au fait de savoir si vous devez payer vos anciennetés ou pas, vous devez payer les anciennetés en fonction de ce qui est prévu par les contrats, en fonction de ce qui est prévu par les conventions collectives de travail. Donc, en seul rapport annuel, intérêt général et pas de rapport d'activité spécifique pour les activités accordées. Vous aurez un seul rapport dans lequel vous devrez parler, il y aura sûrement un aspect où vous devrez préciser les activités sur lesquelles sont affectés vos travailleurs et lesquelles comprendront des activités qui avont été spécifiques, d'autres générales, mais sans plus cette distinction en tout cas entre critères objectifs et besoins spécifiques si on parle par exemple du secteur non marchand. Quelle est la définition d'activité répondant à l'intérêt général? Juste pour être précis, par rapport à la dernière question, en réalité, c'est l'arrêté qui devra le déterminer. Il y aura encore des concertations, mais en tout cas, c'est la situation actuelle. Quelle est la définition d'activité répondant à l'intérêt général? Ce sont les mêmes que celles actuellement, donc qui ont une utilité publique, c'est ce travailleur qui rentre dans le champ d'application, et donc c'est celle pour laquelle vous avez bénéficié. Moi, je ne sais pas, par exemple, j'ai la fonction, c'est accueillante d'enfants, ça fait partie des activités liées
à tout ce qui est ONE, accueil de l'enfance. Alors après, que ça soit je sais pas moi, une assistante sociale qui travaille pour une crèche ou une péricultrice ou quelqu'un qui fait les gardes, qui vient pour les garderies, ben, ce sont toutes des personnes qui sont qui ont affecté une activité, à l'activité d'accueil qui est liée à l'accueil de l'enfance, indépendamment de la fonction. Avec cette réforme, quand demander le renouvellement d'une session de points pour 2022, donc il y aura un courrier qui sera envoyé à tous les employeurs cédants, leur informant de la possibilité qu'ils ont de maintenir les sessions. Et donc, s'ils disent qu'ils maintiennent la session de points sera automatiquement la session de points qui était existante au moment de l'entrée en vigueur de la réforme sera convertie en une session de subvention dans le cadre d'une nouvelle APE. Quelle est la définition répondant à des activités d'intérêt général? J'ai déjà répondu. Sinon, c'est la définition est reprise à actuellement à l'article 3 du décret APE actuel. Concernant les projets APE, aide ménagère sociale, créés lors du transfert des aides ménagères titre-service en APE dans les services des SAFA, j'ai déjà en principe répondu à cette question-là. Les points qui ont été octroyés seront maintenus. Alors, je crois qu'il y avait des spécificités, parce que s'il y avait, en lien avec les modifications de fonction d'aide ménagère, là, j'ai peur de me perdre, parce que c'est un dossier que j'ai suivi dans d'autres fonctions il y a plusieurs années, mais il y a déjà un certain temps. Mais donc, je pense qu'il y avait des possibilités quand la personne n'était plus aide ménagère, mais c'était AMTS, aide ménagère titre-service, ça devenait aide ménagère sociale, mais il y avait d'autres possibilités aussi. Il y avait des réaffectations de points, cette particularité-là va disparaître, mais tous ceux qui ont reçu des points APE pour des travailleurs, SAFA continueront à bénéficier de la subvention pour ces travailleurs. À partir de quand pouvons-nous utiliser les points APE pour l'emploi global servant à la mission et plus via les fonctions à partir du 1er janvier 2022. Ou alors, si vous pouvez introduire une demande de fonction. Un travailleur repris sur la liste APE aura-t-il toujours la possibilité de quitter son emploi avec un préavis de 7 jours? Oui, c'est une règle qui n'est pas prévue par nous, mais qui est une règle déterminée, qui est prévue en droit du travail par la réglementation fédérale. Véronique, responsable. Concernant les projets APE aide ménagère sociale créés lors du transfert, dès la sortie d'un travailleur ayant suivi une formation d'aide familiale, nous perdions les postes et les points. Qu'en sera-t-il? Et donc ça, c'était parce que, voilà, c'est ça que je voulais viser tantôt. Donc la sortie, parce qu'elle devenait, oui, parce qu'elle devient aide familiale. Mais donc ça, là, vous garderez maintenant les points, ils ne seront plus réaffectés, ce ne sera plus possible. C'est un mécanisme assez particulier, d'ailleurs, dérogatoire au mécanisme APE actuel. Le nombre de TP octroyés annuellement sera-t-il revu à la baisse N+1 en cas de diminution de l'occupation sur l'année N? Alors, le nombre d'équivalents temps plein ne sera pas revenu minimum octroyé ne sera pas revu à la baisse, c'est un minimum pour bénéficier de l'ensemble de la subvention. Du moins de l'ensemble. Actuellement, nous avions 4 décisions APE. Seront-elles distinctes lors de la réforme? Non, elles seront regroupées. Quels sont les résultats des premières simulations financières? Allons-nous recevoir une nouvelle proposition de calcul? Pouvons-nous considérer que le budget estimé peut être réaliste pour 2022. Ce sont des estimations, mais oui, ce sont des estimations tout à fait réalistes. Après, les données par rapport aux réductions de code, par exemple, aux subventions, elles seront définitivement arrêtées au 30 septembre. Mais a priori, normalement, il ne devrait plus avoir énormément d'évolution. Si nous avons plusieurs numéros de décision, possibilité avec la réforme de tout regrouper. Les décisions seront groupées en une seule décision. Donc voilà. Maintenant, si la question c'est vous avez des décisions qui sont liées à plusieurs BCE mais qui font partie d'une même entité, là la question est tout autre et la réponse est négative. Quid des étudiants dans la valeur du volume global de l'emploi? Ça sera discuté dans le cadre des concertations. A priori, l'idée, en tout cas, de notre point de vue, est avant tout de reprendre les emplois pérennes. Dans le coefficient, on intègre les points cédés à d'autres employeurs. J'ai l'impression que dans le document reçu fin janvier, le coefficient annoncé n'en tient pas compte. Donc, on a les points cédés, ils retournent chez le cédant. On ne sait pas faire autrement parce qu'ils n'ont pas été cédés définitivement. S'il y a des points qui ont été
cédés de manière définitive, eux, ils ne sont pas considérés comme des points cédés, mais des points qui ont été, à la suite de la cession définitive, octroyés aux cessionnaires. Donc, on supprime les crédits d'ancienneté des emplois liés aux décisions, mais on pérennise les emplois engagés en trop pour bénéficier des réductions de cotes. Ça pose question sur les choix politiques faits, équité et transparence, pas sûr. L'équité et la transparence, elle vient du fait qu'on a une formule objective, unique et applicable à tout le monde et qui vise à prendre les situations particulières en essayant d'être objectif et de redéterminer telle était la réalité vécue par l'employeur. Et par ailleurs, pour le reste, je ne comprends pas, on supprime les crédits d'ancienneté liés aux décisions, on pérennise les emplois engagés en trop pour profiter de la réduction de cotes. Bon, les emplois engagés en trop, ce ne sont pas des emplois engagés en trop. Ça a permis de créer quand même beaucoup d'emplois au niveau du secteur non marchand, en permettant d'engager plus que de TP. Et au final, les personnes qui ont fait ça, alors certes, ils ont bénéficié de plus de réduction de cotes, mais ils ont aussi davantage assumé la rémunération parce qu'ils ont utilisé leur rémunération non pas pour le nombre minimum d'équivalents temps plein fixé, mais pour beaucoup plus de travailleurs. Et donc, ça veut dire qu'à côté de ça, ils ont dû, pour ces travailleurs aussi, payer leur rémunération. Donc, ça a permis de créer de l'emploi et l'objectif, justement, c'est de ne pas remettre en cause ça et donc limiter les réductions de cotes aux ETP octroyés. Je pense que la très grande majorité des employeurs ne l'auraient pas accepté et à juste titre. Le rapport relatif à l'exercice 2020, une fois établi, ne devra pas être transmis à nos services, mais devrait être conservé dans vos archives pour le tenir à notre disposition ainsi qu'à celle du Forum ou à l'inspection sociale, est-ce le cas? Alors, le rapport d'activité relatif à l'exercice 2020, il a été demandé, effectivement, c'était dans le cadre de discussion avec l'administration, qui a estimé que, en tout cas, d'ici à la réforme, ce n'était plus nécessaire parce qu'il n'y aurait plus de renouvellement et c'est surtout à ce moment-là qu'il était utilisé dans les faits. Et donc, l'idée, c'est que le rapport doit quand même être fait, mais vous n'êtes pas obligé de le transmettre. Vous le gardez juste au niveau des délais. A priori, ce sont les délais d'archivage. Normalement, c'est 10 ans, mais en principe, voilà, je pense que 10 ans, c'est peut-être un peu... on ne viendrait pas vous demander le rapport d'activité, en tout cas, dans 10 ans, ça c'est sûr.